Oui. Oui, mais c'est sûr qu'on... Alors, on est enthousiaste. On reste 4 C'est ça, je salue les gamins. Vous m'entendez bien? Pas de son. Je vais parler fort. Je suis chanteuse, je projette. Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment contente de voir en si grand nombre pour nous accompagner dans cette présentation. J'aimerais tout d'abord souligner la présence de représentants de nos précieux partenaires. On parle de Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska, qui ont permis, dans le fond, la tenue de cet événement dans notre salle. Donc, je tiens à mentionner M. Robert Marquette, Jean-Paul Saint-Amand et Jacques Tétrault, qui sont au conseil d'administration de Solidarité Populaire. Nous avons également le privilège d'accueillir le député de Saint-Hyacinthe, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, accompagné de son attaché Marie-Claude. Et nous avons, en plus, le directeur de projet, c'est bien ça, de Alinéa International, M. Youmans, Christopher Youmans, qui est, en fait, Alinéa International est une organisation dont la mission est de développer des expertises, tant techniques qu'en gestion. Alinéa International compte plus de 500 projets dans le monde entier, se positionnant ainsi comme un leader en développement international. Je ne suis pas la meilleure toutefois pour vous en parler dans le détail. Tantôt, je vais céder la parole à M. Youmans qui pourra vous en dire plus. Pour l'instant, j'inviterai notre député à nous dire quelques mots. Salutations tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai bien hâte d'écouter ça parce que ça me semble être une conférence très très intéressante. On est content de sauter sur la présence de Michel qui fait beaucoup d'allers-retours un peu partout dans le monde, surtout en Amérique du Sud. Et puis on est content de le voir. J'ai hâte d'entendre ça parce que c'est un contexte géopolitique assez particulier. On sait que depuis ce qu'on a appelé le fameux printemps arabe, on sait qu'il y avait eu des renversements, des mouvements populaires qui avaient renversé des régimes autocratiques, mais qui s'en était suivi une islamisation. Donc j'ai hâte de voir ça, justement, la place des femmes dans les appareils d'État dans un contexte comme ça. J'ai l'impression que ça va nous surprendre un petit peu parce que c'est des sociétés plus complexes qu'on le pense. Je sais que le conférencier va être intéressant. Moi, j'ai connu... c'était un autre monde. Hein? J'ai connu Michel vers 2014. J'avais à l'époque 26 ans. Je venais de sortir mon premier livre et j'étais un conférencier invité qui n'est pas du tout de Saint-Hyacinthe, qui en connaissait très peu sur Saint-Hyacinthe. J'étais allé au Bilboquet. Je ne savais pas que ça deviendrait ma future maison. Je ne parle pas du Bilboquet, mais je parle de Saint-Hyacinthe. J'étais à l'invitation, je pense, du Parti québécois de Saint-Hyacinthe, de Michel. Michel était candidat du Bloc à l'époque. Puis le chef du Bloc était Mario Beaulieu. Donc c'était vraiment un autre monde dans le temps. C'est fou comme ça peut changer rapidement en peu de temps.
Je sais que ça va être intéressant, je sais que ça va être bon, fait que j'ai hâte d'entendre ça. À tout de suite. Maintenant, à vous l'honneur, M. Yemens. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation d'être ici avec vous. Mon nom c'est Christopher Yeomans, comme vous l'avez bien dit. Je suis avec Aligna International. C'est une boîte, c'est une firme de consultants basée ici au Canada, mais avec des bureaux à Luxembourg, à Londres, en Afrique du Sud, en Australie aussi, etc. Donc, on spécialise vraiment dans l'assistance technique au niveau international. Donc, vous avez vraiment un grand perle avec Michel Fillon, que ça fait longtemps, qui travaille d'ici, qui travaille à l'international pour plusieurs endroits. Et c'est ma première fois ici à Saint-Hyacinthe. Je suis très content de venir. Je ne connaissais pas la région en fait, mais définitivement pas la ville. Et après avoir travaillé un peu partout, j'ai vécu dans 4 différentes provinces à travers le Canada. Et je voyage beaucoup pour le boulot et j'ai travaillé beaucoup avec les municipalités à travers le monde. Et je suis très impressionné par ce que vous avez comme communauté, comme cette expression aussi populaire, cette expression de solidarité entre les gens, de venir ici ce matin pour écouter à Michel parler d'un thème très spécifique mais super important pour les Canadiens et Canadiennes, mais tout le monde à travers le monde. Et donc, c'est un peu ça ce qu'on fait avec ce projet en particulier, qui est un projet national, d'où on a engagé plus que 130 experts et expertes canadiennes, nouveaux arrivants, des gens de souche, des gens qui ça fait longtemps, des décennies ou des siècles que leurs familles sont ici, mais dont ils ont une particularité pour partager avec le monde. Donc Michel partage un peu les connaissances et l'expérience canadienne, québécoise et canadienne à travers le monde, qui est très important pour nous, pour le gouvernement du Canada, qui nous finance, de aider des gouvernements au niveau national à travers le monde, de partager des méthodes, des façons de faire et même des valeurs canadiennes. Et donc, vous êtes une excellente expression de ça. Je travaille des espaces de dialogue. J'en ai travaillé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans plusieurs endroits. Et c'est vraiment encourageant de voir que vous êtes ici pour partager et apprendre un peu. Et ça me fait plaisir de venir et partager avec vous ces quelques heures ce matin, entendre une des belles méthodes d'engagement et de s'assurer que les différents membres de la société, en particulier les femmes, participent dans l'espace public et bénéficient de nos investissements dans n'importe quelle infrastructure et service ou programme qui est mené par nos représentants élus. Alors, ouais, avec ça, à tout à oreille ce matin avec vous et de partager avec vous. Alors, merci beaucoup pour cet espace et votre temps. On va prendre le micro. Parce que si on prend le micro, là, il y a une distance qui s'installe entre la personne qui présente et l'auditoire. J'ai eu l'occasion de vous saluer, chacun d'entre vous, à l'exception de 2 personnes. Des salutations. On va avoir l'occasion d'échanger après. Le plan de match est le suivant. Je prends la parole idéalement pendant 25 minutes si je ne suis pas trop bavard puis je ne me perds pas avec des exemples. Puis je préfère ne pas me perdre avec des exemples et vous laisser poser les questions parce que comme ça, vous alignez la présentation sur vos besoins à vous. J'en profite, bien sûr, on a déjà salué les organisateurs, SPRY, merci beaucoup. Saluer plein de gens qui sont dans la salle, je connais à peu près tout le monde. C'est un plaisir d'être ici devant vous. J'en profite aussi pour saluer des gens de la ville de Saint-Hyacinthe. Ils m'ont fait beaucoup de plaisir ce matin quand ils sont entrés, puis on a échangé un peu. Ils sont, là je ne me souviens pas exactement du titre, mais ils sont dans le développement social et c'est une nouvelle initiative de la ville, sans doute que l'on peut attribuer au leadership de la DG.
et de vouloir pénétrer le milieu, sortir du milieu des intentions, faire de l'adaptation. Puis ils sont d'ici. Vous m'entendez bien là-bas? Oui. Bon. Juste une petite vérification. Là, vous êtes mes indicateurs avancés de performance. Donc, je trouve ça intéressant. Écouter le milieu et construire une politique publique sur la base du réel, des identités, des différentes identités. C'est de ça dont je vais vous parler. Et, plusieurs d'entre vous, là, vous avez fait des présentations, je le sais. Là, je regarde des gens, puis je sais qu'ils ont l'habitude de prendre la parole en public. Vous savez que c'est difficile de choisir ce qu'on doit dire. Hein, il y a tellement de choses à dire qu'on peut parler librement. Quelqu'un disait, j'ai 20 minutes pour prendre la parole, il faut que je me prépare 3 jours. Mais si j'avais 3 jours pour prendre la parole, 20 minutes, ce serait suffisant de préparation. Là, tu viens de mettre 10 minutes juste à expliquer. Juste expliquer ça. Là. Merci de le rappeler. Mais, donc, ce que j'ai fait, c'est de penser une intervention qui va aider les gens qui sont dans la salle à appliquer ce que l'on a développé grâce à l'INEA, l'expérience canadienne, ce qu'on a développé en Tunisie et au Maroc. Fait que j'ai commencé par vous parler de ce qu'on a développé, de ce que l'on leur offre et ce que vous pouvez appliquer. Et là, bien sûr, je pense à la ville, mais je pense aussi à la société civile organisée présente dans la salle qui sert de garde-fou pour le niveau québécois, niveau fédéral, niveau municipal, qui s'assure qu'on prend en compte l'ensemble des personnes qui sont présentes dans notre société. Alors, je me lance, et je dis ça parce que notre député a commencé en disant « j'ai bien hâte d'entendre », puis il a fait une référence géopolitique. Je ne voudrais pas le décevoir, parce que je n'irai pas dans le détail ni de la Tunisie ni du Maroc, mais si vous avez des questions, j'ai travaillé là jusqu'à présent, je dirais 70 jours en Tunisie, une trentaine au Maroc, sur place. Au Maroc, un temps où j'étais là plus souvent qu'au Québec, là, dans les années 2010, j'étais plus souvent au Maroc qu'au Québec, donc je connais bien la société, et s'il y a des questions, je pourrais vous en parler. Je pense que cette phrase est parlante. Ce qui n'est pas compté ne compte pas. Si dans notre société, on ne se dit pas combien de personnes âgées reçoivent effectivement un service, c'est comme s'ils n'existaient pas, ces personnes âgées. Fait qu'on a tout intérêt à développer une méthode chez nous, ici et là-bas en Tunisie, là-bas dans le monde, en Afrique francophone, des méthodes qui permettent d'inclure le plus grand nombre. Alors, brièvement, je vais vous dire pourquoi on va parler de budget et d'organisation publique. Je vais m'appesantir sur l'ACS+, l'analyse comparée entre les sexes plus, qui est une méthode canadienne. C'est l'équivalent, si vous travaillez au Québec, vous savez qu'il y a l'ADS+, c'est l'analyse différenciée selon les sexes, mais c'est à peu près le même univers. Mais je vais vous parler de ça parce que c'est ce dont on fait la promotion et ce qu'ils tentent d'appliquer en Tunisie et au Maroc. Je dis tenter, pas parce que ce n'est pas un succès, mais c'est parce que c'est toujours à refaire. Hein. La politique publique, les efforts pour faire avancer les bonnes causes, c'est jamais terminé. Ensuite, je vais vous parler des questions servant de base à l'analyse, parce que si vous voulez appliquer la chose, vous devez avoir la grille d'analyse que l'on peut appliquer. Alors, il y a une grille d'analyse qui existe, elle est disponible. Je vous présente 5 questions de base, et avec ces 5 questions de base, vous êtes déjà capable d'appliquer le modèle. Le marquage genre, là on entre un peu dans le jargon. Je vais vous en parler, mais il s'agit de marquer les dépenses publiques en fonction qu'elles servent ou desservent l'égalité homme-femme, en général, ou qu'elles servent ou qu'elles desservent l'inclusion. Puis on prend chacune des lignes d'un budget d'un gouvernement, puis on dit favorable, défavorable, favorable, défavorable. Je vais vous parler de ça. L'importance de la participation de toutes et tous, je ne me tirerai pas là-dessus parce qu'on l'a tellement entendu, mais ça fait partie du lot, 3 instruments. ACS+, c'est une capacité d'analyse. Marquage genre, on constate ce que l'on fait. Et puis, je termine par l'expérience du Maroc et de la Tunisie. Qu'est-ce qui se fait là-bas en ce moment même, grâce à l'INEA, grâce au projet, au programme financé par Affaires mondiales Canada.
Parler budget, ben pourquoi parler budget? Un budget, j'aime bien cette citation de René Lévesque, pour qui sait lire un budget, on voit la politique publique avec tout son pain et tout son beurre. Une citation peut-être pas exacte, mais c'est à peu près ça que dit René Lévesque. Je l'ai répété quelques fois, même dans une autre réunion, tu te souviens. Je l'aime tellement, cette citation, que je la répète souvent. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait un budget, on n'allègue pas des dépenses. Quand on fait un budget, on prend des décisions sur la politique publique et le service aux citoyens. Donc, et à la citoyenne. C'est donc très important. Des femmes et des filles, qui soient ici ou à l'étranger, en Tunisie ou au Maroc, elles continuent de faire face à des désavantages importants. Il y a un déficit historique. Si je prends le Maroc ou la Tunisie, l'héritage vient juste d'être favorable aux femmes. C'est-à-dire qu'avant, c'était difficile de passer, puis encore en milieu rural, c'est difficile de passer ses terres à sa fille. Ben, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Là. Au Québec, il n'y a pas très longtemps, il y a même eu une campagne, je me souviens des années 90, il me semble, il y avait une campagne, pour ceux qui se souviennent, qui disait « Moi, la relève chez nous », c'est un agriculteur qui disait ça, « La relève, c'est ma fille ». C'était nécessaire de l'affirmer. Donc, c'est pas si éloigné, là. On n'est pas si éloigné les uns des autres. Les groupes vulnérables et marginalisés éprouvent des difficultés d'intégration encore aujourd'hui. Groupes vulnérables et marginalisés, et les groupes vulnérables, je reviens, les personnes âgées, par exemple. Et dans notre société, c'est d'autant plus important que le poids des personnes âgées augmente. Je parlais avec Rosetta de la difficulté qu'il y a en ce moment à cause de la technologie, l'avancée technologique. Par exemple, les caisses des jardins, je ne devrais pas les citer puisque c'est filmé, les caisses des jardins, ils s'en vont vers du numérique. Il y avait une dame à la caisse ici à Saint-Hyacinthe sur la rue Giroir qui voulait avoir l'état de son compte. J'étais avec ma mère, une dame à côté, les deux dames du même âge, et j'entends la caissière qui disait « Mais vous avez juste à aller sur accéder ». Groupe marginalisé avec des difficultés désavantagées. Et puis finalement, les inégalités, là, c'est pas juste une question de droit et de principe. Là, c'est mon angle d'attaque. Moi, je dis aux gens, c'est pour des raisons économiques, de cohésion sociale, parce que la cohésion sociale, ça débouche sur une croissance. Quand les gens sont heureux dans une société, ils s'engagent plus. Quand ils se sentent menacés dans une société, ou moins intéressants pour la société dans son ensemble, bien, on se replie sur soi. Puis là, je n'entrerai pas sur la polarisation politique qu'on peut observer aux États-Unis, mais il y a quelque chose là qui nous parle de l'exclusion, le manque de cohésion dans une société, le ralentissement sur la croissance et le développement. Tout ça est lié. Je poursuis. Là, je vous parle de tout ça, puis ça tient de la philosophie, mais atterrissons sur de l'arithmétique. On lève 100 unités monétaires, 100 $. On lève 100 $ en impôts. On prend ces 100 $ en impôts, qu'on soit au fédéral, qu'on soit à Québec ou qu'on soit au municipal, je lève 100 $ en impôts, puis là, je décide de me lancer dans un programme. Disons que je décide d'investir dans les loisirs et des équipements sportifs. Et ce 100 $ que j'ai, je l'investis pour une belle patinoire pour du hockey. Bien, qu'est-ce qui va se passer? 70% des gens qui vont profiter de cet espace, c'est probablement des jeunes hommes assez bien nantis dans la communauté. J'ai rien contre le hockey. Hein? On le sait, là, il y a une loi qui est passée pour dire que c'était notre sport national à l'Assemblée nationale. On sent que les députés tiennent à cœur de prendre des décisions importantes. Mais donc, 70 unités monétaires, voyez le calcul là. 100 unités monétaires recueillies, levées comme impôt, 100 unités monétaires qui sont investies dans un programme n'importe lequel, là j'ai pris l'investissement à loisir comme ça, et 70 unités monétaires qui se transforment en services utilisés par les jeunes hommes bien branchés de la communauté. Je n'étais pas trop sûr de dire bien nantis. Là. Je sentais que déjà avec le mot nanti, j'excluais des gens, parce que là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement bien nantis, mais bien branchés, me semblait plus juste. Et là, je viens de vous présenter ça, encore une fois, il y a une dimension théorique. Il n'y a rien de plus pratique qu'un graphique
Allez-y, la suivante. Puis l'idée pour vous tous là, dans la salle, là, vous devriez prendre le budget de la ville de Saint-Hyacinthe ou du gouvernement du Québec et vous regardez les grands programmes et vous dites combien est alloué au programme, combien d'argent. Quels sont les groupes qui en bénéficient? Quel est le pourcentage parmi les bénéficiaires? Combien d'hommes, combien de femmes? Combien de personnes âgées? Combien de personnes qui sont issues des néo-québécois, des néo-québécoises? Combien de personnes bénéficient du programme? Puis si on se rend compte qu'il y a un écart entre la proportion que ces personnes représentent dans la société et ce qui est reçu comme service, bien on a déjà un bon élément de diagnostic. On a un élément de diagnostic, ça nous dit que cet écart-là, c'est quelque chose qui est à combler. Puis il faut se poser des questions. C'est-à-dire, comment on va le combler? Pourcentage, puis ça, bien, ça donne... Là, j'étais un peu embêté. Est-ce que je mettais le gain? Je trouvais ça trop capitaliste, mettre le mot gain là, à droite. J'ai utilisé valeur publique, qui est un peu abstrait. Là. Mais on transmet de la valeur publique. Quand on crée un parc, il y aura des enfants qui vont aller au parc avec leur mère, avec leur père, on espère aussi. Ils vont profiter des espaces. C'est une valeur publique qui est transmise. Évaluer la valeur publique, c'est compliqué. La façon la plus simple, c'est de dire combien a coûté le parc et combien de femmes, d'hommes, d'enfants vont dans le parc. C'est montant d'argent alloué au programme, multiplié par le pourcentage, ça me donne une valeur redistribuée. Puis là, ma bulle, c'est une phrase qui vient du Pérou. Ma conjointe nous accompagne aujourd'hui. Grâce à elle, je connais bien ce pays d'Amérique du Sud. Cette phrase vient d'un ami au Pérou qui dit « Malheureusement, il pleut toujours plus sur les terres humides. » Et là, encore une fois, mes 70 unités monétaires qui vont aux jeunes hommes qui sont bien branchés, c'est ça en fait. C'est des personnes qui avaient déjà un bénéfice. Alors là, j'ai mis une photo juste pour évoquer le voyage. C'est l'Amazonie, c'est les terres vraiment humides. Là, c'est vraiment humide. Et je disais que je ne fallait pas que je fasse trop de parenthèses là, pour ne pas étirer, mais celle-là, elle est trop bonne. Vous savez qu'en Amazonie, il y a une rivière. C'est tellement plat que la rivière change de cours. C'est-à-dire que des fois, elle coule du nord vers le sud, puis des fois du sud vers le nord, tellement c'est plat. Ça dépend des pluies. S'il y a des pluies au sud, bien là, ça pousse l'eau vers le nord. Et si c'est au nord qu'il pleut, ça pousse l'eau vers le sud. Fait que les gens qui sont au bord de la rivière, j'ai un ami qui était consultant, c'était en Venezuela, qui était consultant, puis sa maison était au bord de la rivière. Il disait, moi je prenais mon café le matin, je disais de quel côté va couler la rivière aujourd'hui. C'est tellement plat, tellement humide. Maintenant, la fausse carte postale. Je vous amène ailleurs. Avec Alinéa, je n'ai pas encore travaillé en Mongolie. Ils ne m'ont pas envoyé là. Mais il vous disait, Christopher, qui travaille dans plusieurs pays, j'ai eu l'occasion avec Affaires mondiales Canada de travailler en Mongolie pendant 3 ans, avec des allers-retours. Puis là, en Mongolie, pendant 3 ans, on a appliqué la formule que je vous ai présentée il y a un instant. Montant alloué, pourcentage, valeur publique distribuée. Alors, je suis dans une formation et j'ai des décideurs devant moi, puis on parle des chamelons. Déjà, le mot, je trouve ça séduisant, les chamelons, les bébés des chameaux. Puis en plus, j'aime ça parce que là, je vous amène ailleurs. Vous n'avez jamais pensé qu'il y avait des chameaux en Mongolie. Puis là, je vais ajouter à votre perturbation, là. En plus, ces chameaux-là, ils sont laineux. C'est des chameaux avec un manteau de fourrure. Ben, il faut dire qu'il fait froid, il fait moins 40, là. C'est notre climat, là, hein? C'est un peu plus sec que chez nous. Mais... Donc, les chamelons en Mongolie, ben, l'élevage des chameaux, traditionnellement assumé par les femmes dans ce pays. Il y avait un programme gouvernemental qui venait d'Oulan-Bator, la capitale, qui visait à aider les familles à mieux faire croître leur bétail, leur troupeau de chameaux. Et quand on a fait l'exercice montant alloué, pourcentage de participants, bénéficiaires et valeur distribuée, 95% des bénéficiaires, c'était des hommes. Alors que 100% des éleveurs, c'est des éleveuses. Heureusement, dans la salle, il y avait une décideuse. Il y avait une dame, l'équivalente de la première ministre dans son secteur, là, puis elle a appelé tout de suite après qu'on ait fait ce constat-là, puis elle a dit là, vous allez les obliger à être 2 à signer la feuille pour les bénéficiaires. Déjà, juste en obligeant la double signature, on vient d'augmenter
le nombre de bénéficiaires femmes. Et on vient de rétablir, ça ressemble à un détail parce que ça semble être bureaucratique, mais ce n'est pas un détail parce que puisqu'elles sont toutes les deux assignées, bien, elles prennent du pouvoir. Bien sûr, en sortant du bureau, même s'ils ont tous les deux signé sous la violence, peut-être que le mari peut récupérer une partie du bien dont qu'ils ont reçu, mais c'est plus difficile. Alors que quand il y a une seule signature, la dame ne pourrait même pas savoir qu'elle a reçu de l'aide. Je poursuis. Alors, c'est une autre grosse carte postale. Alors, on est bien en Mongolie, vous voyez les chameaux laineux, on voit les montagnes, c'est assez exceptionnel, la Mongolie. Autre parenthèse, j'essaie de ne pas étirer, j'avais fait un déplacement de la frontière sud avec la Chine, une capitale là, provinciale, pour me rendre dans une autre capitale provinciale un beau dimanche, une belle autoroute, 8 heures de route. J'ai rencontré aucun humain. Il y avait mon chauffeur, moi, dans une voiture, et on filait pendant 8 heures une autoroute un dimanche, en pleine journée. Il y a tellement peu de personnes sur le territoire à cet endroit dans le monde que quand je suis arrivé à l'autre capitale, j'ai rencontré le gouverneur à l'autre capitale. Première chose que je lui ai dit, est-ce que les humains sont en voie d'extinction dans votre pays? Parce que j'ai vu des chevreuils, j'ai vu toutes sortes d'animaux, mais pas d'humains. Pas d'humains, pas une seule voiture qu'on a croisée sur la route. Alors cette image que vous voyez, eh bien qu'elle soit pittoresque, il y a une sorte d'isolement qu'on peut deviner avec cette image et qui correspond bien à la réalité. Là, j'ai souvent parlé des hommes et des femmes. J'ai fait une incursion pour parler des personnes âgées, puis j'ai parlé aussi des néo-québécois, des néo-québécoises. Eh bien, l'idée, c'est qu'on doit regarder la multiple identité. On n'a pas juste une identité. Nous sommes des personnes qui vivent en milieu rural, semi-rural, urbain. On a un certain niveau de revenu, une certaine culture, un genre, des capacités de l'âge, religion, origine ethnique, etc. Ça, ce petit tableau-là, c'est le tableau de l'analyse comparée entre les sexes qui est utilisé par le gouvernement du Canada depuis, je pense qu'ils ont commencé à utiliser quelque chose qui ressemble à ça en 1996. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui a une durée, là. Et ça, moi, je le présente partout dans le monde. Et puis, ça me permet... Et c'est comme ça que je le présente d'ailleurs, ça me permet de parler d'orientation sexuelle qui est juste avant revenu. Là. Et pourquoi je vous le présente comme ça, et pourquoi je ne mets pas orientation sexuelle, c'est parce que dans certains pays, c'est un choc. Là, si je le présentais, puis une des difficultés qu'on a, c'est que ici, on est très attaché à la diversité, l'inclusion, entre autres, d'orientation. La fluidité de genre fait partie du discours et nos experts y tiennent beaucoup. Et parce que c'est un jouet nouveau, intellectuellement, c'est un jouet qui est nouveau, ils le mettent sur le front. Alors, quand on fait des interventions en Afrique ou au Moyen-Orient avec un discours qui met un peu trop de poids sur l'orientation sexuelle, ça fait en sorte qu'ils rejettent tout le reste. Puis on ne veut pas qu'ils le rejettent. Moi, je veux qu'ils écoutent, qu'ils gardent l'oreille ouverte. Alors, ce que je fais, c'est que je dis, il y a de multiples identités, puis là, il y a les revenus, la localisation, etc., comme je viens de le faire. Puis à la fin, je dis, puis il y a aussi l'orientation sexuelle, mais on prend en compte, puis là, rapidement, je dis, on prend en compte l'ensemble des identités que l'on porte. Puis là, ben, je viens de contribuer et de respecter l'orientation qu'on désire. Mais ça veut dire que tantôt, je parlais des groupes, le pourcentage des groupes bénéficiaires, ils représentent quel poids? Bien, on va regarder. Si notre programme public au niveau de Québec, d'Ottawa ou de Saint-Hyacinthe dessert surtout des gens qui ont un bon niveau de revenu, ce qu'on est en train de faire, encore une fois, c'est faire pleuvoir dans des milieux humides. C'est on ramasse des impôts auprès de tout le monde pour les redistribuer de façon régressive. Hein, c'est une évidence, hein? C'est une évidence. Je suis content de voir que tu réagis avec Anthony. Alors, on a un effort à faire à regarder ça. Puis l'outil ACS+, c'est intéressant pour ça. C'est, on va regarder l'équité dans les choix publics. Puis le plus là, qui est là, c'est regarder l'ensemble de la roue que je vous ai présenté précédemment. Il est utilisé dans le développement de politiques, programmes et projets au Canada, au fédéral. C'est l'ADS qui est utilisé ici au Québec et dans les milieux municipaux. Entre autres, la Ville de Montréal a un service qui fait ça.
Puis l'idée, c'est comprenons les différentes réalités. Puis là, une fois que j'ai dit ça, j'ai encore rien dit, vous ne savez pas comment l'appliquer. Ça débouche sur des questions clés. 5 questions qui sont fortes, qui sont parlantes, qui font la différence. Alors, première chose, est-ce qu'on a évalué et pris en compte différents points de vue dans la conception initiale? Avant de faire quoi que ce soit, revenons au loisir. Bien, la tendance, c'est de rester dans ce qu'on a l'habitude de faire. Depuis des décennies, au Québec, on valorise le hockey. J'ai rien encore contre le hockey. Rien contre le hockey, mais c'est intéressant comme cas. Si je regarde derrière, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a valorisé le hockey. Puis là, ben, vient le temps de prendre une décision pour l'avenir. On se dit, je regarde dans le rétroviseur, je ne regarde pas la route devant, je regarde dans le rétroviseur, puis je fais la même chose qu'avant. Bien mauvaise idée de conduire une voiture comme ça. Dangereux. Dangereux parce que des fois, la route tourne. Des fois, le chemin n'est pas droit. Pas exactement comme c'était en arrière. Fait que là, ici, la première question, c'est ça qu'elle dit, regardez devant. Regardez devant. De quoi est faite cette société? Puis comme on n'est pas... Chacun d'entre nous, on a des billets. Quand on fait des études supérieures, on dit j'ai plus de préjugés, je n'ai que des hypothèses robustes. Alors, je reviens. Donc, pour avoir les points de vue différents, il faut consulter les gens, il faut aller vers les gens, il faut se laisser contredire par l'autre. Donc, il faut que j'aille voir quelqu'un qui... Il faut que j'aille voir des gens, mais je vais personnaliser, là. Je vais aller voir des gens. Quand je rentre dans une salle et qu'il faut que j'ai le point de vue qui va me faire changer, évoluer, je suis mieux d'aller vers la personne avec laquelle j'ai le moins d'affinité. C'est elle qui va m'apporter quelque chose. Deuxième question, les données utilisées, elles sont-elles ventilées par le sexe, le genre, ou d'autres dimensions? C'est-à-dire, est-ce que j'ai juste des données? Oh, ce qu'on fait nous autres, ça sert à tout le monde. Non. Il faut pouvoir fragmenter le service, le ventiler. Là, vous m'entendez bien, ce n'est pas fragmenter le service lui-même par petites cases, mais de regarder la population qui reçoit le service, puis de l'analyser en fonction de données ventilées, selon les groupes. A-t-on établi des indicateurs de base pour mesurer l'efficacité de ce qu'on fait pour les différents segments? Est-ce que je me demande, je reviens sur les néo-québécoises et les néo-québécois, est-ce qu'ils utilisent nos services dans la même proportion que la population, que ce qu'ils représentent la population? Si la réponse est non, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour aider. Et je travaillais au nord du Pérou. Ils avaient un programme pour rendre formelles des mines informelles. Alors imaginez, on est dans les montagnes, papa, maman, 3 enfants, tout le monde est avec la pioche, puis ils sortent du métal, puis ils vendent ça sur le marché. Et puis le gouvernement dit, on va formaliser ça, là, parce que la mine informelle, il y a de l'exploitation, des produits chimiques, on va formaliser. Comment ils ont formalisé? Ils ont dit, bon ben là, voici notre bureau dans la capitale, vous descendez de la montagne, puis vous signez le droit de propriété, on vous donne, on vous concède l'espace que vous déclarez dans les montagnes. Des claims, hein? Ça s'appelle des claims, là, même en français du Québec. Alors, ben, qui descendait de la montagne? Papa laissait maman avec ses 3 enfants en haut, puis il descendait de la montagne, puis il venait signer, fait qu'il devenait le seul propriétaire de la mine informelle. C'est bien. Puis pourquoi? C'est parce que la pression sociale, l'obligation sociale de madame l'empêchait de descendre. Quelle était la solution? Une fois qu'on constate ça, on sait que c'est familial. Puis on sait que 75% des personnes qui obtiennent le titre, c'est des hommes. Il y a un écart par rapport à la réalité, là, ça devrait être 50-50. Qu'est-ce que je fais? Bon, il a réfléchi comme ça, j'étais là, c'était un projet que j'ai mené. On a décidé de mobiliser un véhicule, avec un petit bureau dans le véhicule. On est monté dans les montagnes. On est allé faire le tour des familles pour formaliser le claim, formaliser l'espace qu'ils exploitaient. C'est simple. Ça a coûté un peu plus cher, mais ça a fait en sorte que un peu plus cher a transformé le système en une redistribution régressive, en une redistribution progressive. Ça a coûté plus cher, mais ça a servi plus de monde. Alors je poursuis, je suis écarté un peu.
Existe-t-il des différences dans la façon dont diverses populations utilisent le programme et les services? Tout le monde n'utilise pas un programme de la même façon. Encore une fois, je vais prendre des exemples là, à travers le monde. On dit aux dames, vous voulez bénéficier d'un service, là, une aide à l'entreprise, à la PME. Très bien, remplissez ce formulaire. Le taux d'analphabétisation des femmes est plus élevé que le taux des hommes. Remplissez le formulaire. C'est drôle, ils ne remplissent pas le formulaire. Ils ne veulent pas. Ils ne le remplissent pas parce qu'ils ne veulent pas faire des affaires, ça doit être ça. Mais non, ils ne savent pas comment remplir le formulaire. Alors, si je place quelqu'un à côté d'elle pour les aider, ben, elles vont avancer. Ou si j'élimine le formulaire, si je mets quelque chose de plus facile à gérer. Et dernière question, y a-t-il des lacunes dans les données quantitatives ou qualitatives nécessaires pour mesurer efficacement les résultats? Est-ce que vraiment j'ai tout ce qu'il faut pour regarder qu'est-ce que je suis en train de faire pour vrai? Alors là, je vous parle de tout ça, puis j'ai l'air de vous donner un cours simplement sur la ACS+, mais c'est ça qu'on partage en Tunisie et au Maroc. Et là, on regarde là, les personnes en position pour prendre des décisions. Est-ce qu'elles ont identifié les populations qui sont mieux servies? Depuis tout à l'heure, je parle des jeunes hommes. Ajuster les programmes pour inclure les groupes marginalisés. Mon décideur doit se dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Puis viser une justice d'accès au traitement. Parce que là, je vous ai parlé de l'accès en disant le formulaire, là. Mais il y a aussi le traitement, parce que celui qui traite, là, encore une expression que j'aime bien d'un ami qui dit « Ah, cette personne est intelligente puisqu'elle pense comme moi. » En fait, ce que ça dit, c'est qu'on aime, on voit ce qu'on aime et on aime ce qu'on voit. C'est le biais de confirmation. Alors, dans le traitement d'un dossier, si je suis un homme de 50 ans, je vais présumer qu'un homme de 50 ans sera plus efficace que n'importe qui d'autre. J'aime bien me voir comme efficace. Quelqu'un qui se présente devant moi, il ne correspond pas à mon modèle, là. Il est différent de moi. Il est possible que sans m'en rendre compte, c'est le biais inconscient, m'amène à prendre une décision qui lui soit défavorable. C'est la même chose dans les entrevues, là. Les hommes et les femmes n'ont pas la même façon de... Je vous ai dit ACS+, premier outil, deuxième outil, le marquage. Et le marquage, je vous l'ai presque défini. On va reprendre, puis là, reprenons là, quand vous aurez une chance. Quand la ville de Saint-Hyacinthe va présenter son prochain budget, on va les embêter un peu. Vous regardez, c'est ça, fermé. On va prendre leur budget, puis on va regarder ligne par ligne. On va se dire favorable ou défavorable aux hommes, aux femmes. Favorable ou défavorable aux personnes âgées. Favorable ou défavorable. Puis là, on est capable d'établir une série de critères. C'est ce que je fais, par exemple, pour la Banque mondiale, au Congo et au Cameroun en ce moment. Ce qu'on fait, c'est favorable, défavorable à l'environnement, au changement climatique. On a vraiment une grille, là. On a vraiment développé quelque chose qui fonctionne relativement bien. Je débouche avec un tableau, une tarte. On dit, bon, ben, il y a 60% des mesures qui sont défavorables. Puis il y en a 30 qui sont favorables. Puis il y en a 10, on ne sait pas encore. Puis déjà, avec ça, on est capable de faire avancer. Puis là, ce que font les décideurs par la suite, les décideuses, ils se disent, elles se disent, bien, il faudrait que le 30% passe à 45. Puis là, ça nous force à bouger. Alors, identifier l'incidence des lignes budgétaires sur le fonctionnement et l'investissement, catégoriser en favorable et défavorable, produire un rapport et une annexe sur la valeur publique redistribuée. Ça, là, ça veut dire qu'à la fin, là, soit, l'expression c'est la loi des règlements, à la fin d'un processus budgétaire, le gouvernement doit présenter à l'Assemblée un document, puis il dit, voici comment on a dépensé l'argent. Mais en annexe de ce document, on présente, voici le tableau de la répartition par groupe de notre dépense. Puis comme ça, c'est clair. Puis c'est clair pour ceux qui sont à l'Assemblée qui doivent approuver. C'est clair aussi pour ceux qui sont à l'Assemblée pour pouvoir poser de meilleures questions par la suite dans le prochain budget. La préparation budgétaire et son approbation, ils sont capables de poser des questions. Puis ce que je viens de dire, je l'ai placé à l'Assemblée, mais c'est valide pour n'importe quelle organisation. Le club de soccer de Longueuil me demande de réfléchir avec eux sur l'inclusion des néo-québécois et des néo-québécoises dans leur organisation à travers le budget. C'est une bonne porte d'entrée. On va regarder qu'est-ce qu'on fait comme promotion. Si on a une publicité, à qui elle s'adresse? Je fais travailler, hein?
Je poursuis. Dernier élément, participation citoyenne. Bien, il faut s'assurer qu'on intègre le point de vue de la population cible. Et la population cible, elle est au singulier, mais c'est avec des S, là, hein? Parce qu'on a plusieurs populations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole pour chacun des groupes? Imaginons que je dois faire un refuge à Montréal, c'est arrivé il y a quelques années, pour les itinérants, les personnes en situation d'itinérance. Bien, il serait important que quand je débute cette réflexion sur ce refuge, qu'il y ait quelqu'un qui connaisse le milieu de l'itinérance et pas un intervenant. Si possible, un itinérant. Peut-être quelqu'un qui est sorti de l'itinérance et qui maintenant gère un groupe communautaire, puis on va l'écouter non pas comme le directeur général ou la directrice générale du groupe communautaire, mais plutôt à partir de son expérience. Il va nous aider à comprendre quelque chose qui peut nous échapper. La participation sert à ça. Inclure les groupes liés de manière intersectionnelle, c'est-à-dire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule identité. Je ne suis pas que québécois de Saint-Hyacinthe et professionnel à l'étranger. J'ai bien d'autres identités. Et tout ça, cette participation doit s'assurer qu'elle est là pendant le développement, puis on fait souvent ça, là, hein? On sort dans le public, puis on dit, bon, on se prépare à faire un plan, donnez-nous vos opinions sur le plan qu'on est en train d'élaborer. Là, le plan est terminé, on se reverra dans 5 ans. Non. Développement, mise en œuvre, il faut qu'il y ait des canaux pour dire ça fonctionne pas. Avec Maëla, on travaille beaucoup avec la Banque interaméricaine de développement sur l'Amazonie. Et c'est un projet d'1 milliard de dollars à distribuer en Amazonie. Et puis, la difficulté de la Banque interaméricaine de développement, c'est qu'ils apprennent que les choses vont mal seulement quand ça va assez mal qu'il y a une manifestation ou qu'ils mettent le feu dans un véhicule. Alors, on est en train de négocier avec eux pour avoir un nouveau canal. Et qu'ils aient une entreprise comme la nôtre qui va faire en sorte qu'ils puissent communiquer pendant l'exécution les problèmes auxquels ils sont confrontés. Bien sûr, ils pourraient écrire à Washington directement à la Banque interaméricaine de développement, mais d'abord, ils ne se sentent pas légitimes de faire une écriture directe. Puis en plus, à Washington, ils sont bien embêtés parce qu'ils doivent défendre la ligne, ils doivent défendre l'institution, alors qu'un tiers ou un système autre. C'est pour ça aussi que la société civile organisée est si importante. Il y a une sorte de rôle de filtre là, de pouvoir ramasser les idées. Donc, développement, mise en œuvre et évaluation. Et tout ça, ce que je viens de vous présenter, c'est ce que j'ai présenté au Maroc il y a 2 semaines, pour qu'ils puissent adapter la chose. Je vais entrer dans la dernière portion où je vais vous parler du Maroc et de la Tunisie. Puis ensuite, je vais prendre vos questions avec grand plaisir, parce que j'ai envie d'entendre qu'est-ce qui occupe votre esprit en ce moment même. Ça va être précieux, c'est sûr que t'en as, là? T'en as quelques-unes? C'est bon, Jean, ça fait plaisir. Caractéristiques. Alors, je ne fais pas une longue présentation là-dessus, là, mais regardez les caractéristiques, vous êtes capable de les lire. Québec, 35 000 $ payés par année. Bon, ça dépend des évaluations, c'est pour ça que j'ai mis une petite vague, là. Maroc, 3 700 et Tunisie, 4 000. Ça dépend aussi des années, mais on est dans ces eaux-là. Regardez les populations, près de 40 millions pour le Maroc, donc un peu plus que le Canada, et 8 millions pour le Québec. L'âge médian, ça c'est intéressant à regarder. Là c'est une belle illustration de la situation dans laquelle nous sommes ici, dans certaines régions au Québec, encore plus prononcée. Je pense que si on regardait l'âge médian ici à Saint-Hyacinthe, on serait plus que 43 ans. Mais regardez, là, alors que le Maroc, c'est 30 ans. Là. Puis si on était en Algérie, je pense qu'on serait à 27 ans. Oui. Alors, taux de chômage chez les jeunes, regardez, là. L'âge médian, ils sont très jeunes, mais ils sont à 30%. L'âge 35%. Alors là, ça crée des... On parlait d'inclusion, là, la cohésion sociale, la colère qui gronde, la polarisation politique. Puis là, c'est pas loin, là, on pourrait se dire la radicalisation des idées. Tout ça est là, là. Taux d'alphabétisation, nous, on est à 99%. Enfin, il faudrait mesurer l'alphabétisme réel, là, la capacité réelle de lire. Mais c'est pas vrai, à peu près tout le monde est capable de lire une ligne. Et eux, ben, on voit 75 et 80%. Et l'espérance de vie, on pourrait penser que c'est très différent, mais regardez bien l'espérance de vie. Puis quelqu'un disait, je pense que, c'est toi qui parlais de la complexité des sociétés. Mais regardez bien là, ces chiffres-là. Nous avons 35 000 $ PIB per capita, 83 ans espérance de vie.
Le premier, le Maroc, 3774 ans d'espérance de vie. Il y a une différence, mais entre les revenus et l'espérance de vie, le lien n'est pas direct. Il y a quelque chose qui tient à la qualité de la société elle-même, la solidarité entre les personnes, le bonheur que l'on éprouve d'être dans notre société, la solidarité horizontale entre les gens. Alors, je vous parle du Maroc d'abord. Alors, ce que je mène là-bas, c'est un mandat, une intervention auprès d'une institution forte. À travers le monde, il y a deux grandes institutions, deux grands lieux où on retrouve la documentation en français sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Les Nations Unies, l'ONU Femmes à New York, et le Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre. Les gens de Saint-Hyacinthe aussi, les gens qui veulent avancer sur la budgétisation sensible au genre, l'égalité homme-femme, ben, allez puiser sur ce que fait le Maroc, parce que c'est un des centres qui a la plus riche documentation. Alors, c'est une action financée par l'Affaire mondiale du Canada, donc nos impôts, le sans unité monétaire qu'on tire, c'est là, c'est parti du centre, vise à augmenter la prise en compte de toutes et tous dans les choix budgétaires. Le travail d'intervention consiste à être sûr que le gouvernement marocain pourra appliquer les règles qu'il s'est données lui-même, de considérer les hommes, les femmes, les personnes de toute origine, les gens qui sont en milieu rural ou en milieu urbain. Ils se rendent compte, entre autres, que le milieu rural, la situation est bien plus défavorable qu'en milieu urbain, donc il doit faire des efforts supplémentaires. Mon partenaire, c'est le Centre d'excellence de la budgétisation sensible au genre. C'est un non-titre, mais il dit ce qu'il a à dire. C'est logé au ministère des Finances, et ce n'est pas un détail que ce soit logé au ministère des Finances. Quand c'est logé au ministère des Finances, c'est là où on prépare le budget. On met des ressources, on les attache à des politiques, à des résultats. C'est facile de tenir un discours. Il faudrait bien que, ça c'est souvent ce que des ministères qui sont plus loin des ministères des Finances font. Ils font un lobby, le plaidoyer. C'est important le plaidoyer. Mais si on est au cœur de la décision, bien, le plaidoyer est moins long. C'est direct, la connexion est directe. Et puis, une activité, dans les activités prévues, ben, c'est des formations. J'aurais dû mettre un S à formation, parce que j'en ai une que je viens de livrer sur l'ACS+, toujours grâce à l'IDEA, ACS+. Et la deuxième que je vais livrer, ils ont fait élaborer un guide pratique pour le marquage genre par l'Union, par ONU Femmes et l'Agence française du développement. Ils m'ont remis le guide, ils m'ont dit, maintenant tu remâches ça, puis tu en fais un coup. Alors là, je suis en train de mâcher. Ça va se transformer en e-learning, puis j'ai une relation fluide avec eux, alors il y a du conseil, coaching, là, ça dépasse un peu simplement la formation, une présentation formelle comme aujourd'hui, mais il y a beaucoup de rencontres individualisées. Autre postale, la grande mosquée que vous avez vue. Elle est magnifique, on est allé, une belle photo sur ton Facebook de ça. Magnifique édifice. Le roi Hassan II a demandé une contribution volontaire. Un grand merci. Voilà. Est-ce que ça s'entendait de ma voix? Oui. Il y a une belle franchise. Donc, Hassan II, le roi du Maroc, au moment où ils ont construit ça, a demandé une contribution dite volontaire. Et elle était volontaire, mais elle apparaissait sur le rapport d'impôt. Elle était volontaire, mais une déduction sur les revenus des gens d'affaires. Je poursuis. Ça, c'était la pause carte postale. Il en reste quelques-unes comme ça. Donc, ce qu'ils doivent faire au Maroc, et le message que je leur livre, c'est votre programme élimine-t-il ou perpétue-t-il les barrières? Est-ce que ce que vous faites fait en sorte que les gens qui sont exclus continuent d'être exclus, ou ce que vous faites, c'est en train de réduire les exclusions? Et essayez de le mesurer. Soyez clair, précis, ce qu'on veut. Et s'il y a des obstacles, bien, adaptez votre programme. Qu'est-ce qu'il faut que je change ici et maintenant? Et j'aime bien cette formule, ici et maintenant. Pas demain, pas après un comité, pas après les consultations. Ici et maintenant, ce que je peux faire, même si ce que je fais ici et maintenant est imparfait. Il faut commencer, mettre le pied à l'étrier, passer à l'action. Fixez-vous des objectifs clairs pour les supprimer. C'est le message que je leur livre. Je
Je passe à la Tunisie, encore une fois financée par Affaires mondiales Canada, pilotée par Alinéa, vise à augmenter le croisement du genre et du climat dans la prise de décision. C'est différent de l'autre, là. C'est-à-dire qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut adapter notre société aux chocs qui vont venir des changements climatiques. Et quand on pense à la réduction des gaz à effet de serre ou aux chocs, on ne pense pas toujours à tous les groupes qui vont être affectés. Tout le monde n'est pas affecté de la même façon. Alors, je reviens, là, je vous amène encore en Afrique, Afrique de l'Ouest. Les femmes partent du village, c'est leur obligation sociale, et vont aller chercher de l'eau dans un puits. Si la quantité d'eau disponible diminue, qui est affecté? Les femmes qui vont devoir marcher plus longtemps. Alors là, le changement climatique, il est genré. Le changement climatique a un impact différencié selon le sexe des personnes. Puis là, bien, ça, bien sûr, les personnes moins fortunées. Au Congo, la température va augmenter de 6 degrés, là où je viens de quitter, là. Elle va augmenter de 6 degrés dans les prochaines décennies. Eh bien, l'élite congolaise va être affectée quand elle va sortir de sa maison climatisée pour rentrer dans sa voiture climatisée. Ce moment-là va être désagréable. Il faut comprendre. Mais eux, ils vont mettre plus d'argent pour avoir un meilleur air climatisé. Ils vont être capables de dépenser l'électricité pour avoir l'air climatisé à 16 degrés ou 18 degrés là, dans certains endroits. Alors que les personnes qui n'ont pas l'argent pour payer l'électricité ou qui doivent payer l'électricité, d'abord on paye l'électricité avec des jetons. C'est-à-dire qu'on peut acheter un certain nombre de kilowatts, un peu comme on achète des minutes, on achetait ici au Québec, des minutes au téléphone. Puis quand on a épuisé kilowatts pour le mois, ben, l'électricité se termine le 20 du mois. Puis quand je vais recevoir mon salaire, ben, je vais pouvoir aller acheter un autre bout d'électricité. Alors eux, là, changement climatique, ils vont le sentir, ça va être un peu plus dur pour eux autres. Ils vont le sentir directement. Alors, le message, c'est comment on fait le croisement entre le genre et le climat. Ça ne s'est pas fait beaucoup dans le monde. Il y a 2 endroits où on fait ce croisement. Il y a un test qui a été fait en Guinée-Conakry et un test qui a été fait dans les Balkans en Serbie. En Serbie, c'est plus avancé. Mais on ne sait pas encore comment combiner les deux en même temps. Là, le travail, grâce à l'INEA, le travail consiste à inventer une manière. On n'a pas encore tout à fait fini de l'inventer. Je ne sais pas si on va arriver à finir de l'inventer non plus. Mais en tout cas, on va avoir de bonnes pistes pour l'avenir, puis eux, bien, ils vont continuer à travailler. Parce que mes interventions, grâce à l'Affaires mondiales Canada, ces interventions, elles ne s'arrêtent pas, il y a une pérennité. Là. On transfère de la capacité, puis les gens continuent de travailler. Là-bas, c'est l'unité centrale de gestion du budget par objectif. C'est ceux qui sont responsables des réformes budgétaires, de rendre le budget, l'orienter vers des objectifs et vers des résultats. Nous, ça fait longtemps qu'on est passé à ce mode de gestion budgétaire, aligné sur des programmes de dépenses. Ça fait depuis 1970 qu'on est là-dedans. Bien, moins bien, des fois on est achalé parce qu'on nous demande des indicateurs de performance. Ça nous embête un peu, mais c'est la logique d'orienter les ressources vers des résultats perceptibles. Eh bien, eux, ils sont responsables de ça, ils sont au ministère des Finances, puis dans les résultats perceptibles et la performance, ils entrent genre et climat. Ça fait partie de la performance, de pouvoir livrer des services qui considèrent et l'égalité femmes-hommes et l'incidence intergénérationnelle de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce que j'ai prévu de faire là-bas, ce qui est prévu que je fasse là-bas, c'est de la documentation surtout, de la sensibilisation et de la formation. Ils sont un peu moins avancés dans le processus que le Maroc, mais ils sont en train d'essayer de développer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, ils veulent être des pionniers. Et encore une fois, complexité. On pourrait penser qu'un pays avec moins de moyens financiers que nous soit un peu à la traîne dans le développement des idées. Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'avec nos moyens financiers viennent aussi des barrières à l'intérieur. Par exemple, le transfert monétaire par cellulaire, ça ne se pratique pas beaucoup au Canada, ça se pratique beaucoup en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Alors, un oncle est malade, je prends mon cellulaire, puis je lui envoie de l'argent directement sur son cellulaire. Nous, parce qu'on est plus développés, nos systèmes bancaires freinent un peu l'adoption de cette technologie. Puis on peut comprendre pourquoi les banques n'ont pas envie qu'on développe trop, parce que c'est un système qui est hors système financier. Alors, il résiste un peu plus. Alors, ce que je veux dire avec ça, avec ce petit détour, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une société moins riche qu'on est en retard ou à la traîne en termes technologiques. Il peut même arriver le contraire, que parce qu'on est moins riche, il y a moins de cadres rigides et il y a plus de flexibilité, qu'on est capable d'aller plus vite. Donc, la formation, la sensibilisation, la documentation, la pause postale, carte postale. Je vais aller prendre le thé. Mon chauffeur m'a invité. Pauvre homme, il a dû dépenser beaucoup d'argent pour m'inviter à prendre un thé dans ce beau restaurant. J'oublie le nom de la ville, mais c'est ça, c'est suisse, mais ça porte un nom. Abou Sidi Mojoubou. Puis là, je reviens vers nous. Je vais faire un détour. Tunisie-Maroc, je suis presque à la fin de la présentation. Rassurez-vous. Ne soupirez pas trop. Nous-mêmes, on est dans des positions, on fait des choix. Que l'on soit dans un groupe communautaire, dans une entreprise, dans le cadre d'un exercice gouvernemental, quelles hypothèses je fais sur les groupes concernés? Il y aura des gens qui vont recevoir des services. Comment je réfléchis à ces gens? Quelles sont les hypothèses que je pose sur eux? Comment mes expériences personnelles influencent ma perception des enjeux? Encore une fois, je suis dans les biais inconscients. L'expérience personnelle qui fait en sorte que j'ai un préjugé défavorable à l'égard. Il faut qu'on s'interroge. Je dis non, c'est parce que je sais pourquoi j'ai ce préjugé, c'est parce que tel jour est arrivé telle chose. On dit d'ailleurs qu'il faut accepter de façon bienveillante d'avoir des biais inconscients. S'accepter. Oui, c'est normal, je vais en avoir. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des hypothèses robustes. Il faut s'assurer de les adoucir un peu, ces hypothèses dites robustes. Comment les stéréotypes m'influencent-ils? Y a-t-il des angles morts dans mon analyse? Puis ça, c'est difficile, c'est tout un défi intellectuel de se dire, quand je regarde l'ensemble de la situation, est-ce qu'il se pourrait que je manque quelque chose? Est-ce que j'ai échappé quelque chose? Qu'est-ce que j'ai oublié? Plusieurs d'entre vous étaient dans une formation sur ChatGPT. Il y a quelques semaines, je fais un bond là-dessus. Là. J'ai ajouté une question, moi, à ChatGPT, quand je travaille sur un document, je lui dis, après le document que tu viens de me proposer, mon ajustement, je remets le document, puis je lui dis, est-ce qu'il me manque quelque chose dans mon document? Je lui ajoute, est-ce qu'il me manque quelque chose? Puis souvent, il me dit, oui, moi, j'ajouterais telle chose. Je peux même lui dire, est-ce qu'il me manque quelque chose à la lumière de l'actualité? Est-ce qu'il me manque quelque chose par rapport à l'ensemble des informations au niveau académique qu'on peut retrouver? Et ça, c'est l'idée de mon angle mort. C'est difficile de trouver quel est l'angle mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aller vers des gens qu'on ne connaît pas, ou des gens avec qui on aurait moins d'affinité. Quand on rentre dans une salle, le plus facile, c'est, encore une fois, d'aller vers des gens que l'on connaît, qui nous ressemblent. Il faut aller vers l'autre. Et puis, comment puis-je intégrer les perspectives diverses dans mon processus d'analyse? Ça nous amène à la participation. Ça nous amène à soumettre nos idées à la confrontation saine avec les idées des autres. Et des autres de toute origine, de toute orientation, le grand cercle. Avant-dernière diapositive. Il en reste 12. Budget pour toutes et pour tous, ou pour tout le monde. Budget sensible au genre. J'ai décidé d'enlever le budget sensible au genre parce que ça me limitait. Je pense que c'est plutôt ça, c'est un budget pour toutes et pour tous. Et c'est observer comment les moyens financiers sont redistribués. On va les observer. Questionner les a priori qui nous conduisent à faire des choix d'action. Donc, si vous devez soutenir des interventions de la municipalité ou du gouvernement provincial, du gouvernement de Québec, vous devez leur dire sur quel a priori là, vous êtes appuyé, quelles sont vos hypothèses robustes. Procéder au marquage des dépenses et le rendre public. Le rendre public est aussi important
que de le marquer. Parce que quand je le rends public, ben, il y a des gens qui sont dans cette salle qui vont regarder. Puis quand vous allez croiser des décideurs dans un cocktail, vous allez leur dire, il me semble qu'on pourrait faire mieux. Ça fait quelque chose, là. Ça change. Là. On a une pression sociale horizontale. Procéder donc au marquage et assurer la présence de toutes et tous dans le processus de décision, que je vous ai dit à 3 niveaux, le développement, la mise en œuvre et l'évaluation. Il faut qu'il y ait des canaux qui soient faciles et qui soient adaptés. Parce que là, si je dis, oui, vous pouvez mettre votre opinion à la Caisse des Jardins, vous envoyez un courriel ou vous écrivez sur cette plateforme. Bien, il y a probablement un certain nombre de personnes dans notre société qui n'émettront jamais leur opinion à la Caisse des Jardins parce que ce n'est pas le bon canal pour eux. Je poursuis. Autre postal. Alors, je pose ces questions, puis je nous ramène chez nous, là. Saint-Hyacinthe, ce que j'ai développé, ce que je présente grâce à l'INEA en Tunisie, au Maroc, part d'expériences canadiennes et québécoises. On fait des tests, dans une certaine mesure, je devrais dire, ils nous servent de laboratoire. Puis là, il y a moyen de ramener ce qu'on apprend du terrain, de le ramener ici et de l'appliquer. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de procéder à ce retour. Alors, on a terminé la postale et je termine sur cette phrase, un budget pour toutes et pour tous, ce n'est rien d'autre qu'un bon budget. C'est rien d'autre que ça, non? Ce n'est pas un budget différent. Celui qui ne considérerait pas toutes et tous, il est en train de faire un mauvais budget. Redistribution progressive des ressources que l'on capte. On a l'obligation de capter des ressources et de les redistribuer pour donner plus de place à chacun, chacune, pour qu'ils puissent se développer et avoir du bonheur, du bien-être. Je vais placer la toute dernière diapo qui est un sondage à remplir. Vous n'êtes pas obligé de le remplir dès maintenant, je prends les questions, mais je le laisse là parce que ça me permet d'insister auprès de vous de remplir le sondage. Et comme je sais qu'on est un groupe diversifié, j'ai décidé de mettre et un lien et un bloc. Malheureusement, c'est pas évident pour tout le monde de faire ça. Hier, on est allé au resto avec Christopher, ils nous ont présenté le menu. Puis là, il fallait sortir notre cellulaire, prendre la photo, puis regarder notre menu. Puis là, ben moi, je suis obligé d'enlever mes lunettes pour essayer de lire les petites lettres que sur le menu. C'était pas tout à fait adapté à tous les publics. J'ai une première question. Sondage sur quoi, là? Ah, c'est sur notre dernière rencontre. Mais c'était pas ça ma question. C'est ça, OK. Allez. Il faut demander le menu en papier. Oui, ce qu'on a fait, mais ils nous ont dit qu'on n'avait pas. Ah, il n'y avait pas? La vie. La vie, ah, je comprends. Ils ont dit, on n'a pas. Attends, j'ai Jacques d'abord. Jacques. Oui, moi, je trouve ça. D'abord, merci, c'est très intéressant. On peut Michel. À toi la parole, Jacques. Mais tout le long de la présentation, je me disais, je regarde ici, je connais beaucoup de gens, que c'est des petites organisations qui vont sûrement mettre en application ce que tu viens de nous montrer là. Ah, c'est gentil, j'aime ça. Mais plus on grossit, hein, on part d'une organisation, un organisme communautaire, ça va, on arrive au niveau de la municipalité. C'est déjà là, il y a des préjugés qui font qu'il y a pas quelque chose qui ne vont pas rendre de bord. Quand on arrive au gouvernement provincial, bon, on a un premier ministre qui va avoir une partie de hockey plutôt que d'assister à un débat politique. Ma question, c'est... ça comme ça, là. Non, Ça n'a rien à voir avec l'actualité. c'est parce que tu parlais de hockey, ça m'a Ouais, fait c'est ça, penser à c'est- ça. Tu sais, Mais le hockey féminin existe aussi. Oui, il prend de l'ampleur d'ailleurs. Ma question, c'est comment on fait pour aller induire ces notions-là à des paliers supérieurs? Parce que plus on est de monde dans le processus décisionnel, plus les rôles de bullying là, jouent du coude, puis ils prennent de l'espace au détriment des gens qui ont moins de personnalité. On va dire ça comme ça. Comment on fait? As-tu des suggestions? La manœuvre politicienne dans les grandes organisations peut étouffer l'analyse sérieuse. Je reformule ce que tu es en train de dire. Là. c'est bon. La manœuvre politicienne dans les grandes organisations vont étouffer le désir sincère d'équité. Et là, vous avez un rôle à jouer, c'est certain, de la société civile organisée, en rappelant, en questionnant. Puis, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est à Calgary, ils ont nommé un comité de femmes dites sages
qui observent à chaque année le budget de la ville de Calgary. Et ils le critiquent publiquement. Ils ont l'obligation de livrer un communiqué de presse au dépôt du budget. Il livre un communiqué de presse et bien sûr, il obtient une couverture médiatique dans la localité. Et il se prononce sur la qualité du budget et la prise en compte du genre. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est vous donner encore une tâche aux communautaires. C'est bête, hein? Vous êtes prêts à en prendre, hein? Vous êtes prêts à en prendre. Mais c'est de donner une tâche pour qu'on fasse pression. Mais il y a des gens qui sont sincères dans les organisations. Vous savez, j'ai travaillé pour Pauline Marois. Elle était sincère dans sa volonté de favoriser l'égalité femmes-hommes. À preuve, le programme des garderies. À preuve, l'assurance médicaments faisait partie aussi de ça. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui a été pris comme mesure autour d'elle, par elle, etc. Cela dit, il y a des gens qui sont sincères. Ce que je veux illustrer, c'est que trouvons ces acteurs sincères, ces décideurs, et parlons-leur. Dans mon cas, j'ai un avantage. Quand j'interviens au Congo, au Cameroun, la Banque mondiale dit au gouvernement, si vous adoptez ce marquage, on sera plus attentif à vos requêtes de financement. Fait que ça aide. Là, on n'est plus dans le plaidoyer, on est plutôt dans quelque chose qui se rapproche de la coercition. C'est ça. Ça, c'est ton symbole pour coercition. Fait que ça aide. Mais on peut imaginer, par exemple, que quelqu'un qui se retrouverait, on a un nouveau gouvernement à Québec, où on a le même gouvernement qui décide de favoriser autre chose que les parties de hockey. Là. On a un nouveau gouvernement à Québec ou un autre, ou le même qui décide de changer d'optique. Bien, il peut, d'en haut, jouer ce rôle d'appui, je n'ai pas dit coercition, là, appui pour s'assurer qu'à tous les niveaux, dans tous les ministères, on prenne en compte. Et c'est un peu ça qu'ils font en Tunisie et au Maroc. Dans la loi des finances, dans la loi organique de la loi des finances, c'est-à-dire la loi qui dit comment on écrit un budget, il est écrit que chaque ministère doit inclure des indicateurs pour les hommes et pour les femmes. Puis il doit faire un tableau à la fin de l'année et livrer au public, à l'Assemblée nationale, puis ensuite livrer sur leur site, comment ça a été réparti. Alors ça, c'est une façon top-down, coercition, suggérer, appuyer, ça change. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que je viens de donner deux éléments. Votre vigie et la préoccupation du décideur, de la décideuse bien intentionnée. Gabriel, je te retiens. Je laisse à monsieur le député. Étant donné que je suis en avant, je vais aller là pour être sûr que tout le monde m'entend. Tout d'abord, venant d'un député qui s'est fait un serment de désintérêt envers le hockey. Pour une raison toute simple, c'est que je viens d'une ville qui avait une équipe et dont on était très fiers, qui n'existe plus. Une ville qui pense encore que le but d'aller côté est un débat fondamental. Alors je m'impose une neutralité complète par rapport à tout ça. Cette chose étant dite maintenant. Ça, c'est mon billet de confirmation. D'ailleurs, billet de confirmation, d'ailleurs, Jean-Paul Sartre avait cette théorie dans un de ses romans, comme quoi on demande conseil, on choisit ceux à qui on veut demander conseil en fonction de ce qu'on a envie qu'ils nous disent. Qui nous donnent des conseils. C'est comme de choisir de lire les sondages qui nous plaisent quand on est un candidat à l'élection. Il y a ceux qui sont fiables et ceux qui ne le sont pas. On décide ça après l'avoir lu. Mais d'ailleurs, bravo pour ta conférence qui m'a mis une petite nostalgie de mon ancienne vie universitaire. Ma question sera opportuniste. Elle sera opportuniste. Moi, je constate, puis s'éloigne peut-être du sujet en lui-même, mais pour aller dans ton expertise de la gouvernance, je constate que la fonction publique fédérale est en expansion perpétuelle au niveau des dépenses, au niveau du nombre. Donc, elle devrait logiquement s'accompagner d'une extension du niveau d'expertise. Mais j'ai de la misère à comprendre qu'il y a maintenant toujours plus de géants tentaculaires qui se fassent donner des contrats ou des sous-sous-sous-contrats ou des sous-sous-sous-sous-contrats, les McKinsey, les Deloitte, etc. Pourquoi? Je cherche la justification alors qu'avec une expansion de la fonction publique, on doit se dire qu'ils doivent être en eux-mêmes, en elles-mêmes, cette fonction publique, doit être capable de couvrir toujours des domaines plus larges. Si tu n'as pas d'explication, c'est une très bonne réponse aussi. Il me souffle une réponse politicienne. Très bonne question. Non, mais je réfléchis pendant
pendant que je prépare cette réponse, parce que deux dimensions. La première, c'est l'expansion continue des organisations. Puis, si on laisse aller une organisation, elle va toujours vouloir croître. On va toujours vouloir avoir plus de papier, plus de personnel, plus de membres dans l'équipe, etc. Il faut se battre pour retenir cela. Et là, je ne parle pas de coupure, hein. Je ne suis pas dans un discours réduction de l'État pour autant. Je suis dans un État de bonne qualité, performant, orienté vers des résultats. Le premier élément. Je le sépare du deuxième élément, qui est le recours à des firmes de consultation. Là, il disait que c'était une question opportuniste. Moi, c'est une réponse nécessairement intéressée. Je fais partie de ces firmes de consultation. Mais je suis tout petit. Mais moi, je fais partie de ces firmes de consultation. Je suis très content qu'ils aient recours à nous. Donc, j'aurais pas dû te la poser. Vous venez de confirmer. Je ne suis pas le bon interlocuteur. Mais pour un décideur, aller chercher le point de vue extérieur, ça réduit le poids de sa responsabilité. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant de réduire le poids de sa responsabilité en disant c'est un expert qui me dit ça. Alors que s'il prenait la décision lui-même, c'est lui qui est au bas. Alors, il faut s'assurer qu'on ait des décideurs qui prennent l'entièreté de la responsabilité pour diminuer ces frais de consultation. On fera autre chose, hein? Si ça arrive, on se dédiera à autre chose. On va faire autre chose. Parce que quand on voit les Arifianes de ce monde, on ne sait jamais si la faute à qui. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Jean-Paul, juste un instant. D'abord, Gabriel. Oui, c'est ce que je vais penser. Alors, à bientôt. Au revoir. Bonne suite. Bon combat. Gabriel. Oui, ben moi, c'est une question en deux parties. En fait, la première, c'est comment, tu sais, des États comme le Maroc, c'est des monarchies avec aussi, il y a une forme de démocratie. Je suis vraiment étonné qu'ils sont très curieux, qu'ils sont ouverts à ces types de budgétisation-là. Puis je serais curieux de savoir pourquoi, justement, ils sont intéressés à aller chercher des gens pour pouvoir développer ces ressources-là, puis pouvoir, ça, quand c'est pas une démocratie comme on peut connaître, mettons, ici au Canada. Puis le deuxième, c'est tantôt, à la fin, tu as dit, il y a des places, tu sais, qui mettent des programmes qui peuvent servir de laboratoire, puis on peut les prendre et les mettre peut-être ici, sauf que des fois, ça ne marche pas ici parce que le contexte est différent, le climat, les gens, la façon de penser, tout. Tu sais, des fois, c'est carrément différent, puis il y a des personnes qui le font, ils prennent Copier-coller, là. Copier-coller, puis finalement, c'est désastreux. Tout à fait. Mais des fois, ça marche super bien aussi. Ouais. Dans les deux cas. Fait que c'est quoi qu'on prend en considération si on veut faire un copier-coller, puis ouais. Tout à fait. Je reviens sur la première portion, sur la question de l'arrangement institutionnel. C'est une monarchie, avec une assemblée, puis avec des députés, des ministres qui sont issus d'une sorte de pouvoir populaire. Vous comprenez tout de suite que ce que je viens de décrire est très, très différent du Canada. Là. Ça n'a rien à voir avec nous. Là. On n'est pas une monarchie avec une assemblée élue et des ministres que l'on nomme. Non, pas en tout. C'est complètement différent. Là. Non. Dans le cas du Maroc, c'est intéressant. Là, je fais une blague, là, mais je ne délégitime pas cette question. Elle est très bonne. L'arrangement institutionnel, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Nous avons un roi qui est engagé. Je parlais du décideur. La volonté du décideur au Maroc. Le roi désire améliorer le bien-être de sa population. Il est sincère. À côté de ça, il y a quand même des entreprises qui lui appartiennent, non? Mais il est sincère et il pousse les autorités élues à introduire des changements, dont la considération égalité femmes-hommes. Donc, ça vient du sommet. J'ai fait une blague au départ en disant Maroc, monarchie, Canada, une monarchie, même genre de structure. L'arrangement institutionnel sur le papier est le même. La seule différence, c'est le roi au Maroc sort tous les jours pour donner son opinion et orienter la nation. Tout avec, mais c'est pour sortir son chien. Oui, c'est ça. Il sort tous les jours pour prendre le thé. C'est ça. Et donc, je pense que je viens de faire le tour. Si je prends la Tunisie, c'est différent. La Tunisie, c'est une république et avec un gouvernement qui, en ce moment, est un peu plus autoritaire. Je ne vais pas trop loin en disant simplement qu'il est un peu plus autoritaire
Et ce gouvernement plus autoritaire a un souci plutôt économique qu'un souci d'équité et de droit. Alors, ce qui fait que c'est pour ça qu'il nous parle de croisement du genre avec le climat, puis on s'est adapté à leurs demandes, parce que ce qu'ils désirent, c'est de cocher une case dans les demandes de financement vert. Ils ont besoin d'inclure le genre dans le climat pour trouver un financement vert. J'espère avoir répondu. C'est pas la seule raison. Là, il y a plein de gens bien intentionnés dans l'organisation, là, vous comprenez bien, là. Mais comme on est parti de l'arrangement institutionnel, j'y vais au niveau du sommet stratégique, ce qui les guide. Puis moi, ça me convient déjà. Mariana a une belle formule, elle dit « Le sourire ou le rire, qu'il soit vrai ou faux, produit les mêmes hormones au cerveau. » Fait que si vous faites semblant de rire une fois par jour, ça va être bon pour la santé, même s'il n'y avait rien de drôle. Là. Fait que c'est l'idée, c'est que l'intention soit saine et complètement saine, ou qu'il y ait des intérêts parmi ça, le résultat est le même. Même si c'est hypocrite. Ah, mais je n'ai pas dit hypocrite. Fais-moi pas dire hypocrite. Jean, ouais, c'est ce que je pensais, l'alternance homme-femme, mais je te retiens, toi. Allez, madame. Mélanie, hein, c'est ça? Oui, ben là, c'est plus un commentaire. Ce que je trouve dur dans l'application au quotidien, mettons dans une petite organisation, j'ai l'impression que plus l'organisation est grande, plus le défi est grand. Mais je trouve que des fois la ligne est mince entre porter le message de personnes pour soulever pour amener plus loin les réflexions versus parler à la place d'eux. Puis là, c'est là où peut-être, je ne sais pas si c'est mais faire semblant de rire versus rire pour vrai. Je trouve que des fois le message, en tout cas si, peut-être que ça peut être bénéfique quand même de porter un message, même si on le porte différemment que la personne qui l'a dit. Mais je trouve des fois que ça amène quelque chose de délicat, de quasiment maladroit d'emporter un message pour quelqu'un, même si l'intention elle est bonne, même si le but il est bien. Que nous, à petite échelle, on essaie de ne pas le faire, parler à la place d'eux, mais plutôt qu'est-ce que vous aimeriez qu'on amène en haut. Mais je trouve que des fois, le monde politique, par exemple, on vit un peu en ce moment avec la campagne, je trouve que le danger, c'est de porter un message quand on n'a pas le temps de consulter ou qu'on pense avoir porté quelque chose, mais qu'au final, c'est pas ça que la population. En tout cas, heureusement que le candidat est parti parce qu'il a tout de suite réagi. C'est vraiment dommage. C'est ce que je me disais en les voyant quitter. Mais c'est ça, je pense que l'intention peut être très bonne, mais c'est ça. Des fois, c'est maladroit, puis pour plein de raisons. J'ai envie de rebondir. Je comprends bien ton commentaire, puis je vais rebondir. Le rôle de coopérant, consultant, expert qui est déployé sur le terrain, le mien, mon rôle, là. Tu ne l'as pas dit, là, mais j'entends ça parce que ça me parle à moi. Là. Je suis plus de 50 ans, blanc, homme, je fais partie de la catégorie des privilégiés. Puis là, je m'en vais là-bas, puis je dis, on va travailler ensemble pour inclure les hommes et les femmes et les plus pauvres. Si j'ai un discours paternaliste, je suis détestable. C'est pas ça que tu as dit, merci. Non, j'ai bien compris. J'ai trouvé très habile. Si j'avais un discours paternaliste, je serais détestable. Puis c'est là l'importance de la participation, de la collaboration, du travail qui se fait peu à peu, puis de donner de l'espace aux autres. Et puis parfois, il faut rester dans son camp à soi. Ça m'arrive assez fréquemment dans les réunions de rien dire. Il faut que j'attende. Puis là, bien sûr, comme je suis bavard, le silence est toujours inconfortable, mais il faut attendre. C'est dur. C'est dur. Puis il n'y a pas de solution à ça. C'est une réflexion sur soi-même. Puis c'est pour ça des questions sur nous-mêmes. Là. Ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est basé sur mes stéréotypes? Est-ce que j'ai un fondement pour dire ça? Puis admettre que j'ai des liens inconscients. Puis là, ben, je suis capable justement de te dire, tout mon défi, c'est de ne pas devenir paternaliste. Je suis déjà dans une position privilégiée. Mais ça lui pour bien des gens, là, c'est pas seulement moi, j'imagine. C'est ça. Nous, on travaille dans une organisation où il y a plein de gens qui n'ont pas de revenus, déjà juste là. Juste une différence, c'est ça. Je représente des gens qui n'ont pas la même réalité que moi. C'est comment je peux bien faire mon travail en étant respectueuse de leur réalité, de ce qu'elles ont. Sois sûr que tu collabores et que tu vas faire une bonne différence et ne te torture pas trop.
Ben non. Je vais toujours se le ramener. Tout à fait. Merci. Question. Je laisse... Ah oui, Je dois quitter. je dois quitter. Et puis, j'ai appris beaucoup. Ah, mais c'est De bien. vous tous en passant. Merci. Puis, au plaisir, mon Merci, cher. Réal. À bientôt. Jean-Claude. Jean-Paul, ça va. Ah, Jean-Paul. Désolé. D'abord, merci pour la présentation. Moi, j'ai deux questions qui sont connexes. La première question pour la présenter, j'évoquerai l'expérience de Viviane Labrie du collectif pour le Québec sans pauvreté lorsqu'elle a rencontré les hauts fonctionnaires du ministère des Finances puis les fonctionnaires qui s'occupent de l'impôt. Elle a dit ceci. Elle a dit au Québec, si on divise les revenus des Québécois en 3 $, le premier dollar que tu reçois, il sert à quoi? Il sert à te loger, il sert à te nourrir, à te vêtir, à te transporter. Et là, celui qui reçoit un deuxième dollar, qu'est-ce qu'il fait avec? Lui, ce qu'il fait avec, ben, il va mettre ça un peu plus dans les loisirs, il va se payer des plus belles vacances, il va se payer de meilleures autos. Donc, avec un petit peu d'argent de côté pour s'y aller des imprévus. Celui qui reçoit un troisième dollar, lui, ce qu'il fait avec ça, il prend, il place, puis peut-être il ne touchera jamais. Ça va s'en aller en héritage. Quand vous prenez une décision, à qui votre décision va servir? Tu sais, je pense à ton favorable, défavorable. Ah oui. Est-ce que ça va venir en aide, ton choix financier, à ceux qui ont juste $1, $2, $3? Alors moi, je trouvais, je ne sais pas ce que ça C'est me fait. excellent. C'est Moi, je trouve que c'est excellent. un bon critère. Ah oui, oui. Un peu d'analyse quand on regarde aussi un budget. Ouais. Ah oui. Ma deuxième question, Dans ce cas-là, c'était pas une question, c'était un commentaire. ouais, je vais avoir ton c'est bon. opinion là-dessus. Très bon. La deuxième question concerne un peu le salaire minimum. Est-ce que le salaire minimum est une question qui se traite dans les différents pays? Je suppose le salaire minimum garanti. Ah, Parce ça que vient- le revenu minimum Garanti. garanti. Est-ce que c'est une voie de solution qui est abordée dans les différents pays? Ici, au Québec, est-ce que tu penses que ce serait une belle option? Puis je pensais tantôt à la question aussi des femmes. Parce que si on fait des critères, la différence hommes-femmes, mais entre femmes et femmes, Ah oui. c'est pas pareil. Il y a des femmes qui sont riches. Là. C'est ça, il y a des identités différentes. Hein? Ils sont riches. La femme pauvre, là, qui est sur l'aide sociale, Ah oui. puis la femme là, qui est millionnaire, qui est dirigeante de l'entreprise. On peut bien faire la comparaison entre les hommes et les femmes, mais il y en a une qui est vraiment dépourvue par rapport aux autres. Tout à fait. C'est le plus, ça, du assez. Et alors, est-ce que le revenu minimum ne sera pas un revenu minimum garanti? Est-ce que ce ne sera pas une option, un bon choix, pour assurer que les femmes sortent d'une certaine façon de pauvreté? Merci. Je réponds immédiatement. Hein. Après ça, j'ai Bernard qui veut prendre la parole. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, mais Viviane Labrie, non. Je ne connaissais pas cette façon de présenter la chose. Excellent. Je travaille, comme vous l'avez entendu, en Afrique francophone. Et là-bas, quand on donne des augmentations à la fonction publique, ça a tout un impact. Si j'augmente les salaires de la fonction publique, puis j'augmente pour tout le monde un pourcentage, le même pour tout le monde, bien, je fais en sorte qu'il y a des gens qui ont plus du 3 $, qui n'ont pas nécessairement autant du premier dollar. Fait que ce qu'il faut faire, c'est des augmentations différenciées pour réduire les écarts de salaire et faire en sorte que des gens qui n'avaient pas encore de loisirs pourront en avoir. Je reprends juste ton image, là. Elle est très très bonne. Quand moi je l'explique au Sud, j'ai pas ce talent qu'a eu Viviane Labrie. Je vais essayer de le retrouver, ou tu m'enverras un lien si tu as l'occasion, parce que ça va m'enrichir, puis je vais pouvoir expliquer plus simplement ce que j'explique un peu de façon lourde. Je reviens sur le revenu minimum garanti. Je trouve ça intéressant comme option, et déjà en 2015, on en parlait dans l'équipe, quand j'étais plus actif en politique. Et moi, j'y crois. C'est-à-dire, mon hypothèse robuste, c'est que ça devrait marcher. C'est ça mon hypothèse. Puis là, en ce moment, il y a des études qui se font en Allemagne, en Suisse, etc. Puis on constate qu'effectivement, ça marche. Puis
Puis il y a eu une expérience aussi dans l'Ouest canadien il y a quelques années. Puis les prestations qu'on a eues à la COVID pourraient être relevées comme une expérience similaire. Qu'est-ce que ça a provoqué chez les gens? Là, parler de la COVID, c'est toujours un peu plus risqué. Là. Je l'exclurais de l'échantillon, mais reste que j'y crois. Mais j'ai utilisé le mot croire, parce que je n'ai pas encore de données probantes. Et si je veux aller au front auprès de hauts fonctionnaires que tu as cités avec Viviane Labrie, bien, il faut que j'arrive auprès des fonctionnaires avec des données probantes. Est-ce que c'est quelque chose qui se discute au Sud? Pas dans les pays où j'interviens. On n'est pas là. On n'est pas encore sur le revenu minimum garanti. Ça ne fait pas partie du discours public. Puis même ici, vous le voyez, c'est peu présent dans le discours public. Il y a tout un chemin à parcourir. Merci. Bernard, je ne me trompe pas de prénom. Hein? Oui, désolé. Personnellement, j'ai enseigné pendant 30 ans à l'IPA. Oui. J'ai enseigné à des garçons, des filles, en agriculture. Et j'ai constaté, ça, je me recule en arrière, que pour une femme, par exemple, aller en agriculture, tant en termes d'opération qu'en termes d'aller chercher du financement, il y a des fois que c'était difficile. J'aimerais savoir si c'est la même situation dans les pays que tu as visités, puis comment on pourrait améliorer la situation ici, là, encore, parce qu'il y a quand même encore d'expérience en termes de genre. Il y a des différences salariales de revenus. Hein. Le flux économique que reçoivent les femmes est inférieur en moyenne au flux économique que reçoivent les hommes. Ça, c'est le flux économique. Puis il y a le stock, l'héritage, les actifs qu'on possède. Ça aussi, c'est moindre pour les femmes dans tous les pays du monde. Alors, ce qui fait que si je veux me lancer en affaires, ben, j'ai moins de garanties à offrir, puis j'ai un flux monétaire moins élevé, puis dans des pays du Sud, parfois on ajoute le réseau est moins important. Et pour faire des affaires, il faut pouvoir s'asseoir puis jaser avec des personnes, des acheteurs. J'ai une collaboratrice, une consultante nationale en Tunisie, et je l'ai rencontrée en décembre pour pouvoir échanger sur le travail qu'on devait faire ensemble. Ben, elle est venue accompagnée de son cousin. Que ce soit dans les normes sociales. Alors là, vous comprenez que si je suis une femme, je fais des affaires et à chaque fois que je veux rencontrer un interlocuteur, je dois être accompagné d'un cousin que je paye, bien, ça coûte plus cher faire des affaires. Fait que là, on a une série de désavantages. Alors, comment on fait? Parce que la question, c'était comment, puis là, que ce soit ailleurs ou ici. Et c'est là qu'on a des mesures affirmatives qui ont mauvaise presse, là, hein? Discrimination positive. Moi, j'ai changé de mot, là, j'appelle ça des mesures affirmatives, ça m'épargne un débat. Je me sauve du débat, des mesures affirmatives. Et ça veut dire que l'égalité, ça passe par des efforts d'équité. C'est-à-dire que pour arriver à une égalité, il va falloir prendre des mesures pour faire du rattrapage sur les déficits historiques. Alors, si j'ai moins de stock, j'ai moins de garanties, c'est plus difficile d'emprunter la même somme qu'un homme. J'ai moins d'actifs à offrir en garantie. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire comme mesure? Est-ce que ça veut dire que dans une société, c'est peut-être ce que je pourrais proposer en Tunisie pour des gens d'affaires, des femmes en affaires, va dire, bien, l'État dit, moi, je mets 30% de garantie pour les femmes. Mesure affirmative, afin de compenser l'écart historique. Alors, on pourrait imaginer quelque chose qui ressemble à ça. Merci. J'ai oublié votre prénom. C'est pas grave, c'est Yamina. Amina. Donc, Yamina. Donc, Michel, c'est juste... je suis d'origine algérienne, je suis entre le Maroc et la Tunisie. Oui. Vous aviez parlé de... C'est un commentaire, c'est une petite parenthèse, OK? Si on parle de la femme en Tunisie avant le printemps arabe et la femme en Tunisie maintenant, la femme en Algérie, la femme au Maroc, le féminin, il était très, très reconnu dans la société tunisienne. C'est la femme qui recevait plein de subventions du gouvernement, vu la politique de l'époque où le président de l'époque, c'était sa femme qui gérait. Donc, elle a donné beaucoup de droits aux femmes, elle a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités dans la société. Ça avait comme une petite différence par rapport au Maroc. Moi quand j'ai écouté votre présentation,
j'ai compris pourquoi on a ajouté les changements climatiques pour la Tunisie, parce qu'ils ont, ils ont déjà affranchi une étape par rapport au Maroc ou par exemple en Algérie. Donc, ils ont quand même plus par rapport à l'égalité dans les budgets femmes et hommes. Moi, je connais des personnes qui sont originaires de la Tunisie, c'est la femme qui est entrepreneur, là. C'est elle qui a l'entreprise pour avoir du matériel de l'Allemagne pour l'agriculture, d'ailleurs. Donc, son mari travaille avec elle, mais c'est elle l'entrepreneur. Parce que j'ai noté les mesures affirmatives, oui. Donc, il y a toujours son mari, c'est culturel aussi. Donc, mais c'est elle le boss, là, avec des SE à la fin. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Je dis tout le temps à mes collègues, je retourne en Algérie, je me ressens plus québécoise qu'algérienne. Ah, ça, c'est difficile. Mais c'est une réalité que nous, on a vécue. Tu sais, l'exemple de la femme tunisienne était tout le temps, elles sont chanceuses, elles ont Taraboussi. À l'époque, c'était Leïla Taraboussi, la femme du président. Donc, c'est comme, ils ont déjà une étape de plus que les autres. Là, c'est par rapport à ça. Peut-être qu'ils ont ajouté les climatiques. Là. Oui, possible qu'il y ait cet élément-là. Mais quand on les compare sur les chiffres, Maroc et Tunisie, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, en termes de situation des femmes. La Tunisie, plus d'alphabétisation, donc plus de femmes alphabétisées. L'écart est là entre les hommes alphabétisés et les femmes alphabétisées, mais comme il y a au total plus de personnes alphabétisées, il y a plus de femmes alphabétisées en Tunisie. Population plus petite aussi, c'est parfois plus facile à gérer. Pays, territoire plus petit, plus facile d'avoir accès. J'arrête ma leçon de géographie et de démographie, mais l'écart est moins grand en ce moment entre le Maroc et la Tunisie qu'il y a 15 ans. Et la Tunisie est un peu moins avancée sur l'intégration du genre dans ses politiques publiques en ce moment. Il y a peut-être eu un recul. Ouais. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Peut-être. Merci, Michel. Questions, commentaires? Est-ce que je vous ai épuisé? Ah, allez, Daniel. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les groupes auxquels tu t'adresses quand tu vas donner des formations comme ça à l'étranger. Est-ce que c'est spécifique au ministère s'occupe du budget ou si c'est pour plusieurs organisations, plusieurs ministères? Il y a tellement de situations. Vous comprenez bien la question, je ne suis pas sûr. Oui, hein, vous n'avez pas entendu la question, je le répète pour la mémoire. Je m'adresse à qui quand je donne une formation, que je fais une intervention? Et là, ça change selon les interventions et les mandats. Or, parfois, je m'adresse aux décideurs. Je parle vraiment à ceux qui écrivent le budget. Ça a été le cas là, récemment au Maroc, pas tout à fait celui qui écrit le budget, mais l'inspecteur général des finances. Ce n'est pas celui qui écrit le budget, celui qui vérifie si celui qui écrit le budget l'a bien écrit. On n'est pas loin, là. Ça commence à avoir de l'influence. Alors, parfois, je m'adresse vraiment à celui ou à celle qui fait la différence avec les chiffres. Ça, c'est mon moment préféré, là. Puis c'est là où je reçois le plus de résistance. Ton exemple avec Mme Labrie, quand tu te retrouves devant ces bons, je lui dis non, nous, on sait la vie. On a tout étudié. On a vu le monde entier, voici comment ça devrait se passer. Et là, le travail est un travail de consultant et de prendre une partie de responsabilité et de les aider à cheminer. Or, d'autres cas, c'est le cas en Tunisie, je suis plus dans la sensibilisation. Je travaille avec des gens qui vont être appelés à faire du plaidoyer, et peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils feront du plaidoyer, et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben là et moi, on va avoir un contrat, puis on va retourner, puis là, on va parler aux décideurs. Fait que ça dépend des situations. Quand je suis avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, bien là, ma première rencontre, c'est avec le ministre. Fait que ça aide. Puis là, le ministre dit à ses directeurs, bien, vous devriez aller à ce séminaire-là que Michel va aller. Puis actuellement, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international les aide un peu. Ils font une contribution à leur déplacement, alors ça les aide à venir et participer. Alors, oui, il y a toutes sortes de publics. Les moments les plus intéressants, c'est quand je suis près de quelqu'un qui tient le stylo pour mettre les chiffres.
voyez l'image que je veux utiliser, c'est celui-là, c'est à lui et à elle que je veux parler. Lui dire, là, tu avais le choix, tu peux mettre 50, peux-tu mettre 60 à la place? Merci. J'ai une question moi, je trouve ça une merveilleuse spécialité. Donc, à moi, c'est une logique implacable. Alors, qui fait le budget et sur quoi il se base-t-il pour faire le budget? Moi, j'ai travaillé longtemps au gouvernement. Ouais. On avait un tel budget, Rosette, il faut t'envoyer tel nombre de personnes en formation, tel autre programme, blablabla. J'ai toujours pensé que les acteurs, tous ceux qui regardaient ça, il y avait quand même des balises, puis il y avait déjà une notion d'équité hommes et femmes, ça. Peut-être que je suis naïve, là. J'oserais pas dire ça. Pardon? J'oserais pas dire qu'il y ait une discrimination, parce que moi, j'ai connu la discrimination positive, comme tu dis, à l'époque, et je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, puis j'ai vu aussi qu'est-ce que les gens en pensaient. Mais sur quoi ils se basent? Lorsque l'impôt, comme sur l'aide sociale, il faut tel revenu, qu'aujourd'hui, sais-tu que la Sécurité sociale paye l'impôt? À l'époque, ils ne payaient pas d'impôt. Sais-tu pourquoi ils payent l'impôt? Parce que j'ai appelé. J'ai quelqu'un qui est venu me voir, Rosette, je paye l'impôt. J'ai dit, ça se peut pas. Hein? Allez, l'ancienne vie, on ne payait pas. J'appelle, c'est parce qu'il y a eu, au niveau de l'impôt, les institutions reçoivent plus d'argent maintenant. Mais ils se font rattraper ailleurs. Alors, je veux savoir comment nous autres aider les personnes, comme les personnes aînées qui viennent nous voir, manque de logement, on va la discuter. On va construire des maisons, ils vont en avoir des maisons. Mais tu as bien pour construire si tes logements coûtent 1 500 $ à chaque mois. Là. Même si tu vas en faire 100 000, si le loyer est trop élevé. Alors, je veux savoir comment expliquer ça, parce que j'aimerais ça t'amener, voir les buteurs de nous autres, ils t'expliquent tout ça, et comment ils peuvent l'appliquer. Parce que c'est logique. Tout à fait. Ça me ferait plaisir de participer à des activités et ça fait partie, je présume, j'estime que ça fait partie du mandat que me donne Alinéa. C'est-à-dire que ce qu'on projette à l'extérieur doit être ramené ici. D'abord pour que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécoises et Québécois sentent que notre argent, ces impôts qu'on a mobilisés, servent à quelque chose. Mais je veux revenir sur ton thème, là, directement. Là. Sur quoi se base-t-il? Il y a une expression un peu savante. La sociologie de la décision. Comment on prend une décision? C'est plusieurs acteurs qui sont autour de la table. La sociologie de la décision. Et dans la sociologie de la décision, quand on étudie la décision la plus facile à prendre, c'est celle qu'on ne prend pas. C'est-à-dire que je décide de ne pas décider. Fait que quand je décide de ne pas décider, qu'est-ce qui se passe? Bien, je regarde dans le rétroviseur, je conduis ma voiture, puis je fais exactement ce qu'il y avait avant. Alors, la plupart des décisions dans un système complexe, puis ça rejoint ce que tu disais, Jacques, les organisations grossissent. Plus elles grossissent, plus les acteurs prennent de la place, la compétition entre les acteurs joue un rôle, plus cette sociologie de la décision fait en sorte qu'il y a des lourdeurs. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas changer quelque chose. Fait que, est-ce qu'ils se basent sur du rationnel? Parce que ça, dans le fond, la question, est-ce qu'il y a un rationnel, là? Est-ce qu'il y a une logique là, dans leur prise de décision? Bien, la plupart du temps, ils ne font que reconduire des décisions qui ont été déjà prises. Puis après, ils font des modifications à la marge. D'ailleurs, ce phénomène-là que je suis en train de décrire est défini par plusieurs auteurs. Plusieurs auteurs qui en parlent. Fait qu'ils prennent des décisions à la marge. Fait que nous, ce qu'on doit faire, je dis nous, que je m'inclus là-dedans, là, ceux qui portent le plaidoyer d'une société plus équitable, notre travail, c'est d'aider les décideurs à augmenter la marge, tout en étant conscients qu'ils ont des lourdeurs à l'intérieur. Puis si on se met à taper sur le décideur parce qu'il y a des lourdeurs, bien là, lui, il se ferme. Fait qu'il faut plutôt l'aider à cheminer, aller dans la marge. Et là, ça nous amène à quelque chose. Je reviens, Mélanie, le questionnement que tu avais, je rattache ça à ce questionnement, c'est jusqu'où aller trop loin. Hein, jusqu'où je dois entraîner les gens, leur dire, il faut que vous alliez dans la marge, il faut que vous doubliez la marge de décision, là, l'apport, la modification au chemin acquis. Il y a un chemin derrière nous, il ne faut pas le suivre, il faut faire autre chose, un peu autre chose. Je comprends qu'on va maintenir des décisions déjà prises parce qu'il y a une lourdeur. Puis, il y a un horizon d'attente, encore une expression, horizon d'attente. C'est-à-dire que quand je me suis présenté ici, vous êtes assis dans la salle, vous êtes attendu à une sorte de présentation. Si je n'avais pas satisfait cet horizon d'attente, vous auriez été déçus. Peu importe le contenu, il y a comme
une image, une façon de faire. Si je ne réponds pas à l'horizon d'attente, il y a un choc. Bien, quand je parle à une décideuse ou un décideur, il y a un horizon d'attente. Il faut que je l'aborde d'une certaine manière. Par exemple, tu disais, j'aimerais que tu viennes avec nous à voir la députée. Bien, la première chose sur laquelle il faudra échanger, c'est quel horizon d'attente a la députée et comment s'assurer qu'on ne frappera pas sur le clou en espérant le sortir de la planche. C'est plutôt comment on retourne le marteau pour sortir le clou de la planche. Ça, c'est toute une stratégie qu'on est tous appelés à établir chacun. C'est pour ça que je le reliais à Mélanie. Comment ne pas être paternaliste, comment laisser l'espace aux autres, comment répondre aux besoins réels et non pas se faire une idée des besoins auxquels il faudrait répondre. Robert. Très intéressant. Moi, ce qui m'interroge, c'est quand vous allez rencontrer, mettons, des fonctionnaires d'un pays quelconque, ça vous oblige à avoir une connaissance minimale de la structure politique et où ils en sont rendus pour être capable justement d'expliquer la démarche et effectivement les amener peut-être à augmenter la marge. Je présume que c'est ça que vous faites. Vous devez faire ça parce que les pays sont à différents niveaux. 196 juridictions nationales dans le monde, mais probablement plutôt 7 à 800 juridictions parce qu'il y a des pays qui ont des systèmes décentralisés assez avancés. Alors, disons qu'il y a 800 juridictions différentes avec des niveaux d'avancement différents. Quand j'ai commencé, donc il y a à peu près 25 ans, à intervenir dans ces différents domaines, je me faisais des tableaux. Là. Le tableau que je vous ai montré, là, Tunisie, Maroc, Québec, je n'utilise jamais ça. Je vous l'ai fait pour vous. Là. Pourquoi je ne l'utilise pas? Pas parce que ce n'est pas intéressant, c'est parce que ça m'enferme dans un univers de chiffres. Puis là, j'élimine la complexité, je simplifie la situation. Aujourd'hui, peut-être parce que j'ai plus de poils blancs, fait que je suis capable de m'asseoir avec les décideurs et les décideuses, puis les écouter. Je reviens encore à ce que tu disais, Mélanie. Laisser l'espace. Fait qu'eux-mêmes me disent où ils en sont. Puis ça arrive là assez, là, je pense au Gabon, où j'ai un lien assez fort avec le Gabon, avec l'administration au Gabon. Même chose au Congo, où je commence à avoir un lien assez fort avec eux. Bien, on s'assoit, on prend un café, et puis on se parle d'abord. Il n'y a pas un échange d'experts à clients, mais plutôt de dire, oui, comment ça va? C'est quoi le problème pour vous autres? C'est à quoi vous êtes confrontés? Qu'est-ce qui vient en premier à ton esprit? Là? Puis là, il révèle les besoins. Puis là, je ne le fais pas dans une stratégie là, structurée. C'est une vraie communication et j'ai envie de les entendre me parler. Et à partir de là, je propose quelque chose. Moi, il me semble qu'on devrait faire ça. Il me semble que vous êtes rendu là. Puis là, on négocie un peu ce qui peut être fait. Et souvent, ça se transforme en négociation d'heures, de jours d'efforts, de ressources, de subventions à la clé. Alors, j'espère avoir répondu à Robert. Donc, moins structuré que ce que tu avais en tête, mais je dirais qu'avec les années, je me rends compte que ça fonctionne bien mieux. Puis c'est ce que tu appliques, c'est ce qu'on applique tous. Hein. Quand ça fonctionne bien, c'est quand on s'assoit pour vrai puis on se parle pour vrai. C'est là que ça marche. Quand on est enfermé dans des grilles, dans des formulaires, on est enfermé, point à la ligne. Jean-Paul, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai senti un non-verbal. Non? C'est bon? C'est bon. Chers amis, le temps file. Oui, peut-être le temps file. Oui, tout à fait. Je pourrais dire deux petites choses. Merci beaucoup pour... je ne sais pas si vous terminez. Oui. Attendez. Est-ce qu'une autre question, un autre commentaire? T'en as une, puis alors, Christopher, si tu me permets, on va laisser les deux interventions, puis ensuite je te laisse la parole. Vas-y, parce que ce sera pas... Non, allez, bien. OK. J'ai retenu un mot tantôt dans une des diapositives, et c'était le mot sensibilisation. Oui. Je crois que, je pense que c'était pour la Tunisie, où c'était spécifié. Oui. Ce serait très important que le mot sensibilisation fasse partie des objectifs ici même au Québec. Je m'explique. Parce qu'on ne réalise pas encore tout à fait, de façon générale, les conséquences d'un sous-financement, par exemple, dans le secteur communautaire, qui est majoritairement soutenu par des femmes. Oui. Donc,
ça, on parle de sensibilisation, on parle aussi d'information, à savoir, OK, il se passe ça, ça c'est fait, ça occasionne ça. Ça c'est pas fait, ça occasionne ça aussi. Donc, dans toutes les politiques qui sont mises de l'avant au niveau budgétaire, de considérer les conséquences de telle action qui est faite ou pas faite pour les rôles des femmes au sein de secteurs comme les secteurs de services. Oui, bien d'accord. Donc, ce n'était pas une question, mais un commentaire. Merci de l'ajout. Jean, c'est ça. L'aide américaine étant coupée dans les pays sous-développés, comment vont-ils s'en sortir? Alors, USA. C'est quoi la question, s'il vous plaît? Vous répétez la question. Je vais la répéter. USAID, l'aide internationale américaine, USAID, a été coupée de façon significative. Deux mouvements. Vous avez terminé? Oui, c'est bon. Je me lance tout de suite alors. Mais je le dis plus fort pour que les autres suivent bien la question. Monsieur, USAID, l'aide américaine, deux choses qu'ils ont fait en même temps. D'abord, cette organisation indépendante, un peu comme l'Agence canadienne de développement international est indépendante, cette organisation indépendante est fusionnée au ministère des Relations internationales. Ce qu'on a fait au Canada. Donc, il n'y a pas de scandale là. Le scandale n'est pas là. Le scandale est plutôt de dire, nous, on arrête jusqu'à temps qu'on ait revu la chose. Et bien sûr, les États-Unis ayant accumulé depuis la Deuxième Guerre mondiale des moyens extraordinaires, jouent un rôle redistributeur sur la planète, bien ou mal, autre débat. Alors, bien sûr, ça va faire en sorte qu'il y aura des morts. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils n'ont plus de médicaments. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils n'auront plus d'aliments, ils n'auront pas assez de protéines. Il y aura des conflits, etc. Alors, c'est certain que ça va se passer. Moi, je ne perds pas espoir qu'ils vont entrer en raison. Mais peut-être que je suis naïf, pour reprendre l'expression que tu reprenais. Je ne perds pas espoir qu'ils vont entrer en raison, malheureusement. Peut-être. Mais je ne perds pas espoir, sincèrement, je ne perds pas espoir que certains républicains entrent en raison. Ils sont pas, parfois, certains d'entre eux sont bien intentionnés. Richard! Je ne veux pas prolonger, mais c'est ce qui me choque dans la situation actuelle par rapport à ça, c'est la fameuse roulette de tantôt va devenir une contre-valeur pour les budgets qu'ils vont vouloir appliquer. S'il y a des gays, il n'y en aura pas. S'il y a des transgenres, il n'y en aura pas. S'il y a des femmes, même peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est questionnant profondément. Tout à fait. Tout à fait. L'environnement, c'est la même chose. Tout à fait. Ouais, si on revient avec... s'il y a eu un accident d'hélicoptère à Washington, c'est parce que le recrutement est inclusif. C'est épouvantable d'aller là, mais bon, on est en train de dériver sur un peu plus que politique que mais ça fait plaisir d'entrer là-dedans. Merci Richard. Chers amis, applaudissements pour vos questions, vos commentaires. Le mot de la fin. Merci. Vraiment, c'était une excellente, je dirais, résumé de beaucoup ce qu'on fait à l'international. Michel a tellement d'expérience internationale, mais aussi nationale, il comprend très bien les dynamiques locaux. Et votre niveau d'intervention, votre niveau d'engagement, c'est vraiment impressionnant. Je suis très encouragé par votre solidarité, en fait, en partie, et votre niveau d'engagement dans ce qu'on fait à l'international. J'ai entendu ça plusieurs fois. Au Canada, les Canadiens, les Québécois et les Canadiens ont un peu cette regard et cette femme, c'est-à-dire cette réputation de savoir comment écouter, de ne pas arriver sur place et simplement parler comme un expert, d'avoir cette approche expert. D'ailleurs, plusieurs de nos experts n'aimaient pas être considérés experts parce que quand ils arrivent en place, etc., c'est comme moi, le blanc, privilégié, etc., même si on n'est pas blanc, mais un Canadien qui arrive sur place, et on parle, les gens vont écouter pour être polis, etc., mais c'est vraiment pas l'approche canadienne. C'est de savoir comment se taire et de vraiment écouter et de commencer ce dialogue et apprendre. Et souvent, on fait ça à l'international,
Et on amène ça, et c'est un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on a une réputation qui est assez bien respectée à travers le monde, parce qu'on a ce niveau de regard sur le monde et on respecte les autres et on sait comment écouter. C'est comme ça qu'on peut ramener un peu ces apprentissages à des espaces comme celle-là. Donc, j'étais très privilégié de partager cet espace avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça et pour encourager d'autres opportunités de ce niveau d'engagement, en espérant qu'on n'arrive pas à justement le gouvernement national dise « OK, c'est tout, on met à la porte tous ces gens-là ». Il y a des milliers des personnes très engagées au niveau international. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui étaient comme couper la tête, etc. Donc, c'est ce niveau d'engagement de la population qui savent un peu pourquoi on fait ce qu'on fait pour aider les autres. Et je pense que il y a, comme Bono l'avait dit un jour, Bono, le chanteur irlandais de U2, qui disait « Ce qu'on a besoin dans le monde, c'est plus de Canada ». Non, il a dit ça, oui, à Toronto, il y a quelques années en arrière. On parlait un peu du rôle des financements de ce genre d'investissement au développement international. Alors, merci beaucoup pour votre attention et merci à Michel. Ah oui, c'est très important. Vous pourriez juste prendre la photo et vous pourriez y aller sur le site plus tard pour répondre à quelques questions. Merci beaucoup. T'es en vacances? Et t'es réflexionné? Ah. J'ai pas été trop paternaliste. Juste un petit peu. Ben, c'est fort de par la production de c'est pas juste l'appareil. Non, c'est de plus en plus. Ah, merci d'être venu. Tant mieux. On ajoute une heure ou deux à mais c'est au-delà de oui, tout à fait. C'est L'Oréal, citoyenne, apporter des changements, essayer de
Julie et moi, on arrive à faire des choses, on arrive à amener ben, oui, mais c'est ça, juste de remettre les enfants en perspective ou en question. C'est toujours de façon respectueuse, mais tu sais, c'est plus à l'énergie dans les citoyens, quand on est dans le bon processus. Est-ce qu'à court terme, on peut je ne saurais dire. Oui. C'est ça. Non, c'est. Je pense que toute la parole je pense qu'il y a quand même. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. On essaie de faire un bon spectacle. Il y a des belles cartes postales. Belle carte postale, c'est le fun, hein, la pause carte postale. Ben oui, c'est celle des chameaux, les loups. Ça, c'est extraordinaire. C'est des chameaux. Il y a des photos où on les voit dans la neige. Je parle de ces voyages à chaque fois que je le vois. Je n'ai pas vu beaucoup de pays. J'ai fait mon petit voyage humanitaire au secondaire. La New York. C'est ça, aller à l'étranger. Mais New York, c'est quand même dangereux, mais c'est un pays en oui, non, j'en sais. Il reste beaucoup d'élections, Merci vraiment, c'était n'hésitez pas. C'est ça, mais comme tu dis, justement, on travaille à amener comme les engrais, la validation, les tâches communautaires, Merci, Michel. si au moins on peut brasser quelques idées. On s'en parle, une gonfle.